Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, le média internet, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouveau Quantique Planète où je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Bertrand Leroy. Bertrand, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent. Ça va? Très bien, et Bon, toi? super, je suis très heureux de pouvoir être là, chez toi, dans ce pub de Secret Night, le Chevalier Secret. C'est à Champ-Secret. C'est le nom de la commune, en Basse-Normandie, et c'est ici que tu inities justement des marches vers le Mont-Saint-Michel, des marches de 4 jours, un peu plus en comptant l'arrivée et puis le départ, on va dire 5 jours en moyenne. Et ça fait un bon moment que maintenant tu officies ou que tu proposes ces marches, on va voir pourquoi. On rappelle aussi, parce que bien entendu vous êtes là dans cette émission, pour le livre que je n'ai pas eu encore l'occasion de parcourir avec Bertrand, puisqu'il en est l'auteur. La porte mystérieuse du Mont-Saint-Michel, le sentier de Daath, c'est aux éditions Pascal Gallaudet. Alors Bertrand, c'est pas évident parce que autant c'est un livre initiatique, quelque part tu as écrit ce livre avant de faire ou de proposer ces marches, et en même temps tout est conjoint. L'idée d'écrire ce livre, est-ce qu'elle vient du fait d'avoir commencé à parcourir le sentier, et on va voir par la suite ce que c'est exactement que ce sentier, ou est-ce que c'est à travers tes découvertes, tes lectures, que tu as commencé à vouloir faire une synthèse sous forme de roman initiatique? Alors oui, disons, l'idée d'écrire un livre, je l'ai eu très jeune en fait. Adolescent, déjà au collège, c'était quelque chose que j'avais dans la tête, quoi. Je sais pas, ça m'avait toujours fait un peu rêver, l'écrivain, et réussir à produire quelque chose. Mais paradoxalement, j'étais pas non plus j'écrivais pas beaucoup, quoi. Par contre, j'avais des pensées, des choses qui me venaient, mais j'avais du mal à trouver un fil, en fait, un sens dans tout ce que j'explorais. J'avais aucune idée de la forme que ça pourrait prendre, un roman, un essai. Mais l'envie d'écrire était là. Et, là, comme ça s'est concrétisé, en fait, c'est vrai qu'il y a eu une première marche en fait, vers le Mont-Saint-Michel, la toute première, en 2009, en compagnie justement de Pierre et Arthur, qui ne sont pas ceux du roman, même si voilà, pour partir, j'avais besoin de prendre un petit peu de matériaux du réel autour de moi. Donc j'ai juste pensé, tiens, c'est avec qui j'ai marché, donc ils s'appelaient Pierre et Arthur. C'est des pseudonymes? Non, c'est leur vrai prénom. C'est leur vrai prénom. Oui, pour se reconnaître ce soir. J'ai des pensées pour eux régulièrement, et je les remercie encore pour cette aventure qui m'a justement inspiré l'écriture du livre. J'avais enfin trouvé en fait un chemin, un fil conducteur qui me permettait d'aborder tous les petits... Ta matière première. Ma matière première, et de relier un petit peu différents enseignements que j'avais pu recevoir à travers le monde au cours de mes voyages et de mes lectures. Et alors c'est justement l'occasion ce soir d'aborder la spiritualité au sens large. On va parler d'alchimie, on va parler d'initiation, on va parler de psychotropes, mais pas que, en fait c'est vraiment tout ce qui a trait aux états de conscience modifiés. C'est un voyage vraiment intérieur aussi bien qu'extérieur qui se matérialise au fil des pas du protagoniste principal, du héros qui s'appelle Pierre justement. Et c'est intéressant que tu aies écrit ce livre où tout commence à Champ-Secret, tout commence au Secret Night quasiment, et pour le coup tu t'es retrouvé il y a de ça 2 ans maintenant, être le propriétaire avec ta compagne Valérie Drevet du Secret Night. Ouais. Oui, non, c'est complètement... C'est une histoire qui est assez incroyable, parce que c'est vrai que si j'avais voulu... l'inventer. Et en fait, je l'ai fait. Enfin, c'est un croisement très bizarre entre réalité et fiction qui s'est opéré. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en écrivant ce livre, j'écrivais aussi ma vie, mon futur. Enfin, l'état d'esprit dans lequel j'étais lors de l'écriture de ce livre, c'est vrai, c'était vraiment une quête d'authenticité, quoi. Vraiment aller au plus profond de mon cœur pour trouver le verbe juste, en fait. Vraiment quelque chose qui puisse parler à beaucoup. Et peut-être que c'est là en fait que s'installe un peu ce côté un peu prophétique du livre, c'est-à-dire qu'on a tous un cœur commun, unique, mais commun à la fois, donc peut-être de se relier à la source dévoile certaines choses, en tout cas une forme d'auto-hypnose, d'écriture aussi. Beaucoup d'écrivains parlent de psychanalytique, d'introspection.
bref, je suis rentré à l'intérieur de moi, j'ai connecté à mes rêves d'enfant et sûrement que ça a amorcé le processus. Parce qu'en écrivant le bouquin, jamais je me serais imaginé un jour habiter à Champ Secret, ni au Secret Night, ni accueillir des centaines de personnes pour les marches. Au début, c'était vraiment juste un témoignage pour justement mes amis, Pierre et Arthur notamment, mais d'autres, une petite communauté de... Une belle manière de faire une synthèse de tout ce que tu avais appréhendé. Et voilà, oui, c'était ça, c'était au fur et à mesure, parce qu'au début je suis parti, je ne pensais pas écrire un livre. J'étais vraiment, au bout de 2 mois de travail, que j'ai regardé le nombre de pages souvent, j'ai fait, bon, en fait, tu as quelque chose qui tient la route, avec un sens, un fil conducteur, et voilà, mais c'était pas pour l'éditer non plus, là, c'était pour partager avec des amis, une sorte de témoignage, de remerciements aussi pour tout ce que j'avais reçu, parce que je me suis inspiré de beaucoup de rencontres. Toutes les personnes qui sont dans le livre sont réelles, en fait. Même pas sous forme de pseudonyme, mais les gens existent, et voilà, c'est une façon de leur rendre hommage. Alors ensuite, voilà, l'art de l'écriture fait que voilà, je ne voulais pas écrire quelque chose d'autobiographique non plus. La forme du moi-je, ça ne m'intéressait pas trop. Par contre, l'idée de témoignage, mais peut-être romancé sous une forme un petit peu plus palpitante, avec un enjeu apocalyptique, là, pour le coup, mais en même temps concret, parce que ça nous concerne tous, notre propre apocalypse. Donc, Alors, on reviendra justement sur la définition des termes, sur l'apocalypse, vraiment révélation, et comment chacun finalement se révèle à soi. À travers les temps que nous vivons, où tout ce qui était caché, eh bien, le voile se lève et tout devient de plus en plus transparent. Et donc il y a à travers l'alchimie que tu utilises comme langage principal tout au long de ce roman, c'est une manière, on va dire, imagée, mais pas seulement, de pouvoir transmettre ce que tout être humain est amené à traverser à l'heure actuelle et ce à quoi il est confronté. Et en même temps, une certaine forme de courage que cela demande, de remettre en question ce que l'on croit que sa vie est, ce que l'on croit de soi-même. Disons que ça demande, oui, effectivement, de sortir de sa zone de confort. Il y a certaines habitudes qui sclérosent un peu l'esprit. Donc se confronter à l'inconnu demande peut-être une forme de courage. Mais en même temps, courage, c'est le cœur aussi. Donc la notion de courage, c'est toujours particulier. Parce que c'est vrai, moi, j'admire beaucoup les personnes, par exemple, qui peuvent se lever tous les jours à 5 h du matin pour aller travailler. J'ai des amis dans les environs qui travaillent dans des abattoirs, parce que voilà, il faut bien gagner sa vie, et qui se lèvent à pas d'heure. Et moi, je vois courage aussi, quelque part, des choses que je ne saurais pas faire. Moi, écrire, vivre ce que j'ai vécu, ça venait vraiment de mon cœur. Donc, je l'accompagnais plus que... Donc voilà, c'est peut-être aussi comme ça que le courage se révèle, en écoutant son cœur. On va avoir l'occasion d'aborder tous ces sujets. Je voulais préciser aussi une chose, ça fait depuis 2012, me semble-t-il, qu'on se connaît. Enfin, peut-être 2011, 2012. C'était 2012, la radio, Ici et Maintenant. Ici et Maintenant, on avait eu l'occasion à quelques reprises de faire une émission, notamment sur la tradition Bouiti. On a fait aussi une émission concernant le sentier, avec des témoignages de ceux qui ont eu l'occasion de marcher. Tu étais venu marcher. Je suis venu marcher moi-même. On a eu l'occasion conjointement de proposer justement une marche où je suis venu et voilà, de faire cette aventure avec les pèlerins. Et j'avais jamais eu l'occasion de faire le livre. Il faut dire aussi que le livre était passé entre les mains de Tom Verdier à la radio pour son émission, et c'est lui qui t'avait interviewé. Pour ma part, c'était l'occasion de m'y replonger, d'en tirer, j'espère, la substantifique moelle, et puis de te permettre eh bien là aussi de nous le formuler avec tes mots et ton cœur. En même temps, c'est très important parce que, à mon sens, à l'heure actuelle, on cherche un changement, et c'est d'ailleurs vraiment la question fondamentale du protagoniste au tout début de son aventure, c'est comment changer le monde. C'est sa question. Alors Pierre, c'est donc un héros qui est un Parisien de 33 ans, désabusé, travaillant dans le secteur commercial, de la com. Oui, de la com. Ouais. Hein, et désabusé, cynique envers la vie. Il en vient effectivement même à critiquer intérieurement le mode de pensée de ses amis. Il doute de tout finalement. Ses amis qui sont bobos,
qui sont dans le domaine de la presse, coach et autres. Et finalement, pour lui, est-ce que ça vaut le coup que l'être humain continue à vivre sur cette terre? Il y a ce côté-là. Hein. Oui, oui, oui. Disons que c'est un épisode que j'ai traversé aussi dans ma vie, comme beaucoup, je pense, de gens à notre époque. C'est-à-dire, moi, j'ai un peu fait ce qu'on m'a dit de faire à l'école, hein, dans la vie. J'étais petit, on m'a dit de bien travailler à l'école, j'ai bien travaillé à l'école. On m'a dit, va à la fac, fais des stages, les classes prépa. Et jusqu'à me retrouver dans un... Mais sans jamais me questionner sur moi, qu'est-ce que je voulais vraiment faire, qui j'étais. Voilà, alors pourtant j'ai eu des parents qui m'ont mis en confiance aussi vers tout ça, mais on est quand même pris sur une sorte des fois de tapis roulant qui nous amène assez rapidement à l'âge adulte et sans des fois avoir fait beaucoup de choix dans sa vie. Et Pierre fait partie de ça, quoi. Une enfance heureuse, le bac, la fac, le travail, les potes, les mariages. Mais au fur et à mesure, il se sent glissé dans un état qui est assez commun aujourd'hui, je pense, qui est un état un peu gris, quoi. C'est un état où oui, il manque de sens, il n'y a pas de sens en fait. Il n'y a pas de sens. Mais on va en revenir, ouais. C'est important quoi, cette notion du sens dans notre société, justement, du réenchantement, peut-être du mystère, de quelque chose qui porte l'âme. Le corps, le nourrir, le mental, ça on sait faire, mais après nourrir un petit peu notre enfant intérieur, notre âme. On avait les dessins animés, donc c'est ce que je dis un petit peu, il était élevé à coups de super-héros de Walt Disney. Ouais, enfant de la télé, ouais. Enfant de la télé, mais en même temps, dans sa vie quotidienne, voilà, il a du mal à... Donc c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui toute cette génération qu'on appelle adolescence, et c'est un état un peu hybride qui peut-être arrange notre société aussi, d'avoir des gens faiblement autonomes, qui doutent, qui... Et c'est le filigrane que tu nous racontes de finalement ce à quoi va être confronté Pierre, c'est toutes ces limitations où il espère un renouveau, il doute même que cette marche pourra lui apporter quoi que ce soit. Finalement, il s'y inscrit. Oui, il reçoit un mail pour voir ses parents, parce que ses parents habitent dans le coin. Il dit pourquoi pas, ça va m'aérer voilà. La tête. Quoi. La Normandie, je ne connais pas. Marcher 4 jours, c'est pas la fin du monde. C'est pas cher. Et pourtant, 4 jours suffisent pour que sa vie soit transformée. Et des fois, une vie peut être transformée en moins que ça. Tout peut arriver. En un instant, de toute façon, à chaque seconde, tout peut basculer. J'aimerais avec toi qu'on puisse aborder un truc qui m'interpelle de prime abord, puisque tu nous dis, voilà, j'ai été comme Pierre, tombé dans cette forme de grisâtrerie, de cynisme, de pas vraiment d'espoir, ou quel est le sens à tout ça, à quoi ça sert. On m'a promis que je serais heureux quand j'aurais fait des études, que j'aurais un travail. Je suis devenu, entre guillemets, ce que bon nombre de personnes appellent le bobo. Kenzo, la PlayStation, et puis les surgelés. Et puis, à Paris, oui, mais bobo, ouais. Et en même temps, Pierre est dans une situation de rupture. C'est-à-dire qu'il il sortait avec une jeune femme. Ça durait 7 ans, je crois. Oui, c'est ça. Chloé. Et cette situation de rupture est l'occasion d'autant plus de mettre, j'allais dire, de l'huile sur le feu. Ou le grain de sable dans les rouages, quoi. C'est cette idée de la crise, en fait, la rupture. La rupture, c'est après on rejoint des notions philosophiques comme Badiou qui parle d'événements, de rupture dans le réel, de ces petits grains de sable qui d'un coup viennent gripper des rouages et on se dit bon. Et en même temps, cette rupture, elle est autant Pierre peut la voir d'une certaine manière. On pourrait dire, il cherche à fuir finalement. D'ailleurs, ses amis qui le joignent au téléphone durant cette marche lui disent mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Qu'est-ce que tu fais avec des chrétiens, des pèlerins? C'est quoi? Ou Mont-Saint-Michel, t'es devenu catholique maintenant? Scout. Oui, scout. Enfin, c'est voilà, il y a cette idée dans la rupture. Autant on peut douter, autant on peut avoir mal, mais en même temps, c'est là que se trouve le germe d'un renouveau qu'on n'imagine même pas. Encore faut-il accepter de faire de la place pour accueillir ce nouveau. Tu nous dis que tu t'es identifié à Pierre, que tu as traversé ça. Alors, toi, comme moi, la même génération, enfant de la télé, grandi, on a manqué de rien, on a tout eu, ok. Mais c'est ça, je ne veux pas faire passer pour des enfants pourris gâtés un petit peu. Voilà, c'est pas un jugement, c'est comme ça, c'est une chance. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent et qui n'ont pas eu ça. Mais justement, d'avoir vécu ce bonheur de l'enfant, de l'insouciance,
ça génère pas une forme de culpabilité, mais presque, quoi, d'avoir eu tout ça pour faire si peu. Moi, j'étais dans cette situation. Si peu, ouais. J'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, quoi, on a une sécurité matérielle, enfin, par rapport à nos ancêtres qui étaient pourchassés par les ours dans les grottes, je sais pas, mais qui devaient se battre chaque jour. Nous, on a vraiment du temps libre pour penser. On a beau dire, c'est vrai qu'il y a plein de problèmes aujourd'hui dans la société, mais il y a quand même une sécurité, en tout cas, qui est relative en ce moment, mais qui permet à l'esprit de s'évader un petit peu. Donc pourquoi on n'arrive pas à sortir, à faire... Ouais, pourquoi j'arrivais pas à partager ça? Toi, ça me rongeait un petit peu, quoi. Je te comprends ô combien. Et dans ce sens-là, tu as été programmeur informaticien, tu as été skipper, tu as été infirmier, puis aujourd'hui tu tiens ce pub. Et voilà, comme quoi, en même temps, ça c'est pour ce qui est on va dire, de tes différents métiers. Maintenant, tu as aussi voyagé, et ça aussi c'est intéressant. Voyager à l'île de la Réunion, tu as été en Inde, tu as été en Afrique notamment. Bref, tu as eu l'occasion d'éprouver une certaine forme de liberté, de voyage, de découverte de culture. J'allais dire de te confronter à toi-même dans ce que tu croyais être de la vie. Et ça, c'est formateur. Et ce que j'aimerais saisir, c'est cette rupture dont on parle, ou cette crise que traverse Pierre. Comment est-ce que, d'après toi, ces voyages, ces différentes expériences ont pu soit nourrir la rupture ou le renouveau? Pourquoi est-ce que finalement, en ayant voyagé, alors que tu avais tout, tu aurais pu très bien faire des voyages comme bon nombre de personnes. J'ai un travail, je gagne de l'argent, je me paye des vacances et je pars voyager, puis je reviens et je reprends mon train. Mais c'est simple, j'y arrivais pas, quoi. J'aurais bien aimé, des fois, pas avoir des questions à me poser à cet âge-là, de faire comme... J'ai des copains qui sont restés là-dedans, d'ailleurs, qui ont bien leur face, c'est très bien, chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer, et je pense il y a des gens qui sont très bien dans un quotidien de famille, de boulot, travail, dodo, et puis il y a des gens qui souffrent aussi, donc après, du moment qu'on fait les choses en conscience et qu'on les fait bien, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je te dis pareil, un petit truc qui me rongeait, des cailloux dans ma chaussure, quoi, des trucs qui... Et c'est vrai qu'il y avait tout ce parcours-là, donc je cherchais des réponses, forcément. Et le premier truc qu'on va chercher, c'est dans les livres, hein, d'abord. D'abord autour de soi, ses amis, la société proche. Après, on voit que il y a des choses plus loin qui existent. Donc après, je me suis intéressé au bouddhisme, à l'hindouisme, des spiritualités orientales. Et ouais, ça m'a nourri. Ça m'a nourri jusqu'à un certain point, par contre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de trop lire, c'est là que il y a une dichotomie qui est intéressante entre le savoir et la connaissance, quoi. C'est pour ça que je te posais cette question par rapport au voyage. Parce que tu dis de lire. Justement, c'était passer du savoir à la connaissance, quoi. Donc tu as lu avant de passer à l'action, on pourrait qualifier des voyages, c'est ça? Ah oui, j'ai d'abord beaucoup lu avant de voyager. Même si, voilà, après, on est tous des âmes sur Terre. Et moi, je faisais un voyage. Bon, j'étais au bord de la mer, donc j'aimais naviguer. J'étais déjà sur les bateaux. C'est des choses... voilà, le voyage m'inspirait. Je lisais les récits de Moitessier, Antoine, tous ces grands marins. C'était des modèles un peu pour moi. C'était mes idoles. J'avais pas les posters, mais c'était... Ouais, j'avais envie de ça aussi, quoi. J'avais une part de moi qui cherchait ce vent de liberté. Comme beaucoup de jeunes, à la fac, on croise beaucoup aussi cette crise un peu identitaire, où on a envie de partir, faire de l'humanitaire, on a envie de rencontrer l'autre, de changer le monde, quoi, justement, de voyager. Donc j'avais ce besoin de voyage. Et dès que j'ai eu l'opportunité de voyager, dès que j'ai fini mes études, je suis parti sur l'île de la Réunion. Et après, c'était une base vers l'Inde, vers l'Afrique. Où j'ai pu confronter ce que j'avais lu, parce qu'à force de lire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enseignements, enfin beaucoup de livres déjà se recopient les uns sur les autres, beaucoup de livres se contredisent les uns sur les autres, et moi c'était l'époque, c'était 2001, c'était 2001, donc c'était en pleine crise du millénium, avec une émergence du New Age qui était forte à cette époque-là. Après les attentats du 11 septembre, il y avait des nouvelles choses que je ne connaissais pas, que je n'avais pas appris à l'école. Pourtant, j'avais fait des classes prépa, mais justement des ouvrages académiques. Mais là, d'un coup, j'entendais des gens qui canalisaient des anges, d'autres qui parlaient de la Terre creuse, qu'on n'était jamais allé sur la Lune, des histoires comme ça que, ouais, peut-être. Mais à un moment, j'avais quand même le fait d'avoir fait justement, d'être plutôt dans les sciences, les mathématiques concrètes. J'avais quand même gardé les pieds bien sur terre et j'avais toujours...
ce petit doute, tu vois, qui m'habite, qui m'habite toujours, quoi. De toute façon, c'est des choses inhérentes, mais ouais, est-ce que c'est pas des sectes? Est-ce que c'est des gens sains d'esprit? C'était l'apparition des forums sur Internet, c'était l'époque, on nous cache tout, j'ai pas de petites connues, c'était des sites où il y avait le meilleur côtoyer le pire, donc à un moment j'ai eu envie de partir justement et rencontrer ces peuples, quoi, ces traditions. Est-ce que tu avais des attentes particulières vis-à-vis d'eux? Comment justement, quel aurait été à cette époque-là l'intérêt d'aller voir des gens qui n'ont pas du tout cette qualité de vie, genre l'Inde, l'Afrique C'était une quête de sagesse, quoi, pas la même qualité de vie. Moi, la première chose qui m'a marqué en Inde, c'est vrai qu'une misère des corps absolue, quoi, des fois. Pour nous occidentaux, de débarquer à Delhi, c'est là qu'il y a le plus fort taux de rapatriement sanitaire. Des gens sortent même pas de l'aéroport, quoi, ils reprennent l'avion directement, parce qu'on est à peine sorti de l'aéroport qu'il y a des gens, des lépreux qui sont là, des mendiants, des gens qui meurent sur les trottoirs. On débarque sur notre planète quand on arrive en Inde. Et en même temps, moi j'ai toujours cette image de cet homme là, on était dans la gare et plus de jatte, il n'y avait plus de jambes, quoi. Il était sur une planche à roulettes qu'il avait bricolée lui-même. Il n'y avait plus qu'un bras, et hop, il se promenait comme ça, give me money, mais avec le grand smile, quoi, vraiment. On sent une joie, quoi, qu'on a un peu perdue en Occident. Donc c'est assez paradoxal. On voit, oui, quelqu'un mourir sur le trottoir, ça nous heurte au premier abord. Et en même temps, après, on repense à toutes nos personnes âgées qui meurent seules dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui est le plus triste, mourir entouré de gens sur un trottoir ou mourir abandonné dans une chambre d'hôpital. Donc après, voilà, c'est tout ça que le voyage permet de rencontrer aussi, de se confronter à nos certitudes et de les remettre en question et de se rendre compte que, oui, surtout du fait d'être né en France, on est dans ce modèle un petit peu, on en parlait de colonialisme des fois, donc l'exemple, on est en haut de l'évolution, donc regardez, moi combien de fois j'ai entendu ça enfant, on a de la chance d'être né en France, donc cette idée que, oui, va voir ailleurs si tu n'es pas content, tu verras que c'est pire ailleurs, chose qui est entretenue par les médias aussi, et en fait quand on va voir sur place, ils ont leur lot de problèmes, mais ils ont aussi des solutions, ils ont aussi des choses à nous apprendre, notamment justement dans la vie intérieure peut-être. Qu'est-ce que tu crois que tu as su ramener d'essentiel qui te manquait avant de faire ces voyages de là-bas? Qu'est-ce que j'ai pu ramener par exemple? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris après, d'essentiel? Après, chaque voyage est vraiment unique. Différent, ouais, donc, si je te parle de ce que m'a ramené l'Inde, ça ne sera pas du tout la même chose que ce que m'a ramené l'Afrique. Si je te pose la question, c'est au regard des livres. Tu dis effectivement, les livres, c'est intéressant, ça nourrit l'intellect. Et on pourrait se dire, tiens, s'il y en a qui en parlent, c'est que ça existe. En même temps, tu parles des incohérences. Ça m'a validé ça. Ça m'a quand même validé qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un mystère. Ça m'a miné dans le mystère, quoi, en fait, ces voyages. Okay. Donc j'avais besoin de ça, quoi. Après, j'ai fait, ok, il y a un mystère, je peux investir du temps dedans, de l'énergie, mais je vais creuser, quoi. Un petit côté Tintin, après, qui va faire son enquête, quoi. Ça m'a parlé, quoi. La porte mystérieuse du Mont Saint-Michel, le sentier de Da'at. On parle d'alchimie, on parle de Kabbale, mais pas seulement. À travers tes propos, on pourrait se poser la question de mais pourquoi quelque part avoir choisi l'alchimie comme tradition, comme voie, alors que tu nous parlais de ces enseignements de livres bouddhistes ou de l'enseignement de la sagesse d'Asie. Qu'est-ce qui t'a amené à être, j'allais dire, en affinité davantage avec l'alchimie au point de la reprendre comme tradition tout au fil de ces pages? Le thème de l'alchimie, c'est après, voilà, il faut vraiment voir ce livre. Je l'ai écrit avec mes crayons de couleur, quoi. Je pense qu'on a chacun sur Terre un petit peu nos couleurs avec nous et on va piocher, on va essayer de faire un beau dessin, un beau tableau. Et en cherchant, moi, les couleurs qui me parlaient le plus, l'univers qui me parlait, les symboles qui me parlaient, c'est vrai que la rencontre avec l'alchimie a été marquante, quoi, parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est petit, en fait. Donc, c'est vrai que je suis allé en Inde étudier l'hindouisme, les divinités, le sanskrit, des choses, mais qui ont beaucoup de travail. Et c'est pas tout à fait nos codes, en fait. Même si après, une synthèse peut s'opérer, on remarque des archétypes, des choses qui se juxtaposent, mais de premier abord, c'est quand même costaud.
mais je pense que j'ai eu besoin d'aller faire le tour du monde pour me rendre compte que voilà, des fois on a besoin de faire le tour du monde pour se rendre compte qu'elle est ronde et puis qu'on revient toujours à ses pas. Et ces voyages, ouais, c'est vrai que m'ont beaucoup ramené en fait vers là où j'habitais, même au pied même de ma maison, puisque le chemin du Mont-Saint-Michel partait au pied de chez moi. Donc la première fois que j'ai fait cette marche, ouais, je suis parti au pied. Donc, et au pied de chez moi, il y avait le départ, et puis 50 mètres plus loin, une église avec une symbolique. Avant que tu sois à Champ-Secret, tu veux dire? Oui, ouais, un petit village avant où j'habitais, pas très loin d'ici. La marche était un peu plus longue, elle a duré 7 jours. Mais pour des raisons romanesques, justement, je me suis dit, tiens, je vais faire 4 jours. C'est pour ça que c'était pas du tout prémédité à la base, parce qu'au début, j'étais très bien à Chancery. Voilà, ça durait 7 jours, mais après, quand j'ai voulu faire un plan, je me suis dit, 4 jours, ça serait mieux, ça collerait mieux. Donc j'ai pris la carte, j'ai regardé 4 jours en partant du Mont, ça m'amène où? À une zone autour de Donfront, à Champ-Secret. Et puis là, je me suis rappelé de notre petit passage à Champ-Secret. On y reviendra peut-être avec le Yogi Koudou qui nous avait accueillis. Enfin, donc ça s'est fait comme ça. Et 2 ans après, quand le pub a été mis 3 ans après, quand le pub a été mis en vente, c'est pareil, c'était pas du tout. Comment tu as fait coller parce que à travers l'alchimie, on a ces 3 passages que sont l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, et que tu aies eu l'occasion de faire coller. Alors, qui a fait coller quoi à quoi voilà, mais c'est pour ça que je te pose la question quand même. Comment faire coller l'image de faire le grand œuvre dans son creuset, et donc de faire ces 3 passages, tout en l'extériorisant dans une marche tout au long d'un sentier qui mène vers le Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, il pourrait y avoir une incohérence là de prime abord. Je dis ça comme ça, parce qu'on parle de 3 passages, œuvre au noir, blanc et rouge, et on parle de 4 jours de marche. Et tu t'expliques bien en même temps tout ce qui se passe à travers l'arbre de vie. Alors, les synchronicités dans on va rentrer dans les rouages du sentier là, tu rentres. Ouais, non mais et encore là, si on frôle juste la sphère, on va y rentrer beaucoup plus en détail. Mais la question fondamentale pour moi là, elle est comment est-ce que tu as pu entre la théorie et la pratique, qu'est-ce qui a collé l'un sur l'autre? Est-ce que ça s'est emboîté tout seul? Est-ce que ça a été Non mais là, justement, on rentre dans quelque chose qui me dépasse aussi un petit peu, quoi. C'est comment l'intérieur et l'extérieur peuvent se réunir, s'emboîter sous forme d'alliance un petit peu. Et à un moment, je crois que d'ailleurs là on arrive directement un peu au but de la quête. C'est ça aussi la pierre philosophale, cette idée d'éveil. En tout cas, c'est justement que le filtre entre l'intérieur et l'extérieur d'Israël. Bref, on y reviendra, mais ça s'est nourri mutuellement. C'est parti d'une pratique. J'ai d'abord marché sur ce sentier sans avoir aucune idée de ce principe alchimique. Alors après, voilà, donc j'aurais dit c'est mes crayons de couleur. Je me considère pas comme un alchimiste académique, opératif, si, seulement parce que indirectement, on travaille. Ouais. C'est vrai qu'après il y a des analogies qui se font. Le sentier, un laboratoire, le corps, la matière première. C'est pour ça que le héros s'appelle Pierre aussi, mais ça je l'ai vu après. C'est pour te dire que ça. Je me suis vraiment fait dépasser par ce que j'écrivais aussi sur beaucoup de points. Mais je n'avais pas prévu, en même temps, la première fois que je faisais cette marche, je n'étais pas en train de me dire, bon, le premier jour, je fais ça, deuxième jour, tu as l'œuvre noire qui commence. Non, c'est après, quand j'ai reposé chez moi, j'ai refait le voyage que j'avais pu faire, et je me suis dit, mais voilà, j'ai retraversé mes états d'âme, par quoi j'étais passé, et la toponymie des lieux aussi, les noms des villages, qui sont beaucoup parlants, parce qu'on parle de l'œuvre noire, on traverse la forêt de la Lande pourrie, donc est-ce que c'est la lande pourrie qui m'a fait penser à l'œuvre noire ou c'est l'œuvre noire qui a fait apparaître la lande pourrie? Pareil pour l'œuvre blanc avec cette ancienne ligne de chemin de fer, blanche, l'ancienne voie de chemin de fer, et puis arriver à la maison de la mère Denis, qui est plus blanc que blanc. J'aurais jamais pu. D'ailleurs, c'est pas écrit dans le bouquin, ça, parce que je me dis après les gens ils vont croire que c'est trop, quoi. Ils vont dire, non, ouais. Et pourtant, c'est fiction. ça. Et donc, au fur et à mesure que je marchais, je creusais ces trucs en me disant mais alors. Ok, imaginons que là, on pourrait l'expliquer comme ça. Est-ce que vraiment ça colle dans tous les détails? Et plus je creuse, et plus je vois que il y a une profondeur au sentier. Il y a vraiment une profondeur. Alors là, c'est vrai qu'on prend les auditeurs, les internautes, peut-être à chaud ou à froid, mais bon, parce que avant tout, il est question d'une marche. Si on parle un peu du processus
Moi, je ne suis pas là tous les soirs à faire des conférences sur le sentier, à dire bon, bah, aujourd'hui, vous avez marché l'œuvre noire à Saint-Paulique, tout ça. Non, Et même durant le sentier, c'est tout juste si tu l'abordes. Ben, ouais, parce Tout que, est dans le livre, en tout cas. voilà, moi je dis le livre est là, ceux qui ont envie de le lire, ils le lisent. Après, il est avant tout question de se mettre en marche, quoi, de se mettre en marche. Et après, il y a des gens, marcher leur va très bien. On n'a pas besoin de leur spoiler l'histoire, de leur dire qu'est-ce qu'il y a. En plus, c'est mon langage. Il y a des gens, l'alchimie, ça leur parle pas du tout. Il y a des gens, juste, ils vont voir que ça monte, ça descend, et puis qu'il y a des beaux paysages. Et puis c'est très bien, du moment que le cœur rayonne et que les gens sont heureux. Après, il y a des gens qui aiment bien avoir des explications. Nous, des fois, au fur et à mesure qu'on marche, parce qu'on se retrouve toujours à côté de quelqu'un, on peut aborder ces sujets-là. Et puis si la personne... Après, il y a des personnes qui reviennent aussi, donc qui s'en rendent compte. En plus, il n'y a pas besoin de le dire aux gens, en fait. Le travail se fait tout seul. C'est pour ça que j'ai vraiment lâché prise là-dessus, à me dire, non mais même, on pourrait le faire dans le silence complet, ça marcherait aussi, quoi. Il n'y a pas de... la méditation, elle se fait à l'intérieur de chacun, quoi. Et pour moi, c'est plus intéressant d'amener les gens à accoucher d'eux-mêmes par eux-mêmes, quoi, plutôt que de leur exposer ma vérité, qui ne sera pas forcément la leur. Mais s'ils la rencontrent par eux-mêmes, et ben d'un coup, elle aura une d'autant plus grande valeur que si je leur avais dit avant, bah, tu vas voir ça. Surtout que oui, en plus, il y a des fois des gens, tu leur dis, va là, tu vas ressentir quelque chose, et donc eux, ils vont se focaliser, ils vont se concentrer, ils vont froncer les sourcils, je ressens rien, parce que voilà, mais si je leur avais pas dit, puis qu'ils étaient venus là le cœur léger, insouciants, d'un coup, peut-être ils auraient ressenti la chose. Donc je suis très prudent par rapport à ça, dans la façon que j'ai d'aborder avec les gens, justement, que ça vienne d'eux, et de pas de faire de prosélytisme, même spirituel, quoi. Pour moi, c'est une marche, quoi. C'est d'abord une marche, parce que j'avais fait Saint-Jacques. En fait, c'est Saint-Jacques qui m'a un petit peu aussi initié à ça, quoi. On dit souvent sur Saint-Jacques, on part randonneur, on arrive pèlerin, quoi. Donc il y a vraiment, il n'y a aucun jugement à avoir, quoi. Les gens viennent comme ils sont, et c'est ce que j'aime dans la marche, dans ce côté initiatique de la marche, c'est que c'est pas forcé, quoi. Pour ça on dit sur le sentier, le site, une invitation au mystère. C'est une invitation. Après, on la prend, on la décline, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas de... On vit un temps où, justement, puisqu'on parle un peu de la sauce New Age, d'ailleurs, Pierre, notre héros, est très au courant, au fait de cette idée, voilà, les conspirations, tout y passe, les francs-maçons, etc., les Illuminati. Et Pierre, justement, est assez désinvolte. Oui, bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries Et en même temps, il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans, parce que Pierre est symptomatique de quelqu'un qui en rit, mais qui réellement se pose des questions, qui s'y intéresse quand même, qui regarde, il voit un petit peu ce qui se dit sur la toile. Et c'est en même temps symptomatique de bon nombre de gens aujourd'hui qui, dans cette quête spirituelle, cherchent ou veulent trouver le thérapeute, le mec, la technique, celui ou celle qui pourra les faire « Waouh, c'est génial, c'est super ». J'ai tout compris, j'ai tout résolu, c'est fini. Exactement. Et toujours des trucs qui coûtent une fortune. Généralement, bon, toujours, oui, généralement. Avec un investissement de temps, etc. Enfin bref. Et en se sentant... je fais une généralité, certes, mais glorifié d'avoir fait le stage en question, etc. Et ce qui est très étonnant, comme tu viens de le préciser, c'est que là, on parle juste de 4 jours de marche. Et je peux penser sans aucun problème qu'il est difficile de penser que sa vie peut changer juste en faisant 4 jours de marche avec un sac à dos pour aller voir le Mont Saint-Michel. Et c'est exactement la position de Pierre quand il part. Je vais faire 4 jours, je vais marcher tranquillement, ça va me donner, après ma rupture, un bol d'air. On réalise pas. On réalise pas. Alors que concrètement, des centaines de personnes qui pourraient témoigner des changements dans leur vie, et des changements plutôt justement de révélation de qui ils sont. Et c'est pas tant changer que se rencontrer. Et la marche permet ça. Et c'est vrai que c'est tellement évident, quoi. C'est le truc le plus accessible à chacun. C'est juste même pas. Je ne conseille même pas aux gens d'acheter des chaussures de marche, quoi. Venez avec vos pompes dans lesquelles vous êtes bien. Vous serez sûrement mieux que dans les dernières Quechua qui vont faire des ampoules. Ouais. Un sac à dos, mais même c'est le premier pas qui compte, quoi. Après comment ça marche, on va pouvoir expliquer, parce que moi j'ai creusé la question après, je me suis dit mais pourquoi ça marche, parce que je ne m'y attendais pas au début. Moi j'ai fait ça avec Pierre, Arthur et Manu,
fait ça tous les 4, ça nous a bouleversés. Voilà, c'était initiatique pour le coup, parce qu'il y a vraiment senti ça en arrivant, mais je ne pensais pas que ça puisse être transposable à d'autres. C'est parce qu'après, le livre est sorti. Enfin, au début, voilà, on a fait cette marche à 4. Après, les copains de copains sont venus, quoi. Toute la bande de copains a dit « Oh, on va tester ton truc ». Parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, je ne sais pas pourquoi, mais même moi, ça fait... donc 2009, ça fait 7 ans que j'explore ça. Et des fois, c'est pas que je m'auto-blase, mais il y a un petit côté, bon, tu vois, je me dis, je suis pas monomaniaque, quoi. Donc, j'ose plus en parler aux gens en disant, ouais, ça va les saouler, mais avec le peuple, je vois bien, il y a quelque chose dans l'air du temps. Les gens leur disent, même, ça vous dirait de faire une marche comme ça, de se prendre un sac à dos, de tracer plein ouest tout droit pendant 4 jours, et ça réveille une part de l'enfant intérieur, je crois, chez beaucoup aussi, ce truc de larguer les amarres, quoi. C'est des codes, c'est des symboles qui nous habitent. Comme Pierre à la fin du roman, sans faire un spoiler, pour le coup, à l'idée de retourner sur Paris, c'est... Ah non. Et en même temps, Arthur lui dira, tu as des choses à régler. Ouais. Et bon nombre de personnes qui continuent à venir marcher aujourd'hui, quand je dis continue, je me trahis, c'est des personnes qui l'ont déjà fait et qui reviennent. Il y a beaucoup de gens qui reviennent, qui reviennent. Et c'est la première année, puisqu'on est en 2016, c'est la première année où là, tu as proposé 2 marches par mois, alors que les autres années, c'était une marche. Donc il y a, tu parlais de l'air du temps, quelque chose qui se passe. Ou une sorte de phénomène de société à petite échelle, mais en tout cas, en ce qui me concerne, ouais, c'est beaucoup de gens qui reviennent, qui reviennent parce que voilà, ils ont peut-être trouvé cette soupape dans leur vie de 4 jours. C'est pas bon avec les RTT. Enfin, on peut se dégager 4 jours quand même dans notre société pour vivre une aventure et se rendre compte de l'intensité de cette aventure qui va plus loin que peut-être qu'ils avaient passé 4 jours chez eux devant la télé ou dans leurs habitudes. Là, ils sortent de leur zone de confort, toujours des nouvelles rencontres. Puis voilà, là j'en suis, moi ça reste 50 fois et je suis toujours étonné, c'est pour ça que je continue. Si jamais à un moment ça commence à devenir routinier, je pourrais pas m'imposer ça, parce que ça reste physique, 100 km, ça prend du temps sur ma vie perso, pro, d'autres choses. Maintenant que nous avons vu d'une manière générale l'ensemble des différents thèmes abordés, on va rentrer dans le détail. Bertrand, lorsque Pierre reçoit ce mail et qu'il s'y inscrit, le site fait mention où il s'intitule Neo Stalker. Question, est-ce que l'association que tu as fondée s'appelle Neo Stalker, puisque au moment où tu l'as écrit, il y a toutes sortes d'informations qui sont données à la fin du livre en disant que c'était une histoire basée sur une certaine forme de réalité. Donc, Neo Stalker, d'où ça vient ? Neo Stalker, d'où ça vient ? Eh bien, en fait, j'ai parlé au début un petit peu de l'écriture de ce livre, que je faisais partie d'une communauté un petit peu d'amis sur Internet, où on discutait beaucoup entre nous de sujets philosophiques et spirituels et mystiques, en essayant de créer des ponts entre tous ces sujets. Je ne vais pas redonner le nom du site, d'ailleurs, je crois qu'il n'est plus actif, mais par respect pour l'anonymat aussi des gens qui m'ont inspiré tout ça. Mais il se trouve qu'au sein de ce forum, il y avait un forum caché. Comme il existe dans beaucoup de forums, des forums d'administrateurs en fait. Et entre nous, on s'appelait Stalker, quoi. Cette zone cachée, c'était la zone Stalker. Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté aujourd'hui au niveau de ce terme, parce que pour les anglo-saxons, il y a un petit côté péjoratif peut-être, un petit peu, parce que c'est rôdeur, mais c'est aussi le harceleur. C'est un peu sulfureux en fait comme terme. Mais à la base, ce qui nous avait inspiré, c'était le film d'Andrei Tarkovsky, le Stalker justement, en russe, Stalker, qui raconte l'histoire... film en noir et blanc, tout une bonne partie. Voilà, ceux qui disent ça, c'est généralement ils n'ont pas vu en entier, parce qu'effectivement, au bout de 30 minutes, le film passe en couleur, mais beaucoup de gens restent bloqués sur les 30 premières minutes, qui sont assez... c'est du cinéma russe, c'est très très long, des plans séquences qui durent 3 minutes, 4 minutes, du travelling, il se passe rien. C'est vraiment pour donner une ambiance particulière. Oui, c'est un trip. Je te laisse expliquer un peu l'intrigue du film. Oui, parce que c'est vraiment l'analogie avec le rôle qu'on joue sur le sentier est parlante, quoi. Donc, en fait, ça se passe dans un pays, on ne sait pas trop, mais apparemment, c'est plutôt pays de l'Est, hein, dans les couleurs, l'ambiance. Et dans ce pays, il y a une zone qui est apparue. C'est pas dit comment d'ailleurs non plus.
si c'est extraterrestre, une explosion atomique, Tchernobyl, on ne sait pas. Une zone qui est clôturée par des barbelés et au centre est surveillée par les militaires et au centre trône la chambre des secrets. La chambre des secrets où tous les vœux se réalisent. Et pour traverser cette zone et arriver à la chambre des secrets, en fait, on a besoin d'un stalker qui veut dire passeur en russe, quoi. C'est vraiment cette symbolique du passeur qui va accompagner les gens pour les guider donc, vers cette chambre où leurs vœux se réalisent. Et donc le pitch, le scénario du film, c'est un écrivain et un mathématicien, un physicien, en fait, un artiste, un scientifique qui décide d'aller au centre de la zone et donc qui rencontre le stalker de Tarkovsky qui va les accompagner. Et cette zone qui protège la chambre est une zone de réalité fluctuante. C'est de la science-fiction, Stalker. C'est de la science-fiction christique presque. Parce une sorte de brouillard Non, de réalité fluctuante en fait, où oui, il peut y avoir du brouillard, il peut y avoir un moment où on voit le stalker qui les guide et pour avancer, il lance un écrou attaché à une corde pour voir où il va retomber. Parce que même si on marche tout droit, en fait, on n'y arrive pas, quoi. Il y a des shortcuts, des raccourcis un petit peu comme ça. Donc on a besoin d'être guidé à travers cette zone. Qui en fait amène les participants à se révéler à eux-mêmes aussi. Donc justement, c'est pas tant que ça réalise peut-être les souhaits de la personne qu'à la fin la personne se connaît et donc réalise qui elle est. C'est intéressant parce que pareil, le stalker, même dans le film, il est ambigu, quoi. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui invente une histoire, si c'est vrai. Enfin, il y a toute une forme de brouillard autour de ça, mais profondément mystérieux aussi. Donc tout de suite, moi, l'analogie m'a parlé avec le Mont-Saint-Michel, quoi. Le Mont-Saint-Michel qui est au milieu de la baie, des sables mouvants autour. Le Mont-Saint-Michel, c'est pareil. Si on fait cap tout droit dessus, on n'y arrivera pas parce qu'il y aura des sables mouvants, il y aura la mer qui est là, qui fait qu'on est obligé de prendre une manœuvre d'approche particulière. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les guides qui font traverser de la baie, on les appelle les passeurs. Et là, Veolia a modifié l'accès au mont avec des navettes qui passent, et les navettes s'appellent les passeurs aussi. Donc, j'aimais bien cette idée du passeur qui ressemblait beaucoup à ce qu'on faisait quand j'accompagnais les gens vers le mont. Et ouais, et en plus, ouais, il y avait ce côté-là dans Stalker où les personnes ramenaient des artefacts un petit peu, des objets étranges, quoi. Et au fur et à mesure de mes recherches spirituelles sur ces plans-là, les plans de la conscience, je me retrouvais des fois avec des connexions, des artefacts un petit peu de choses qui n'étaient pas référencées dans le Petit Robert ou dans les encyclopédies classiques. Donc on se retrouve avec ça et après, il faut bricoler. Le stalker, c'est un peu un bricoleur aussi, quoi, qui essaie de se faire ses outils avec des différents trucs qui croisent à droite, à gauche, qui se crée un petit peu la carte, quoi. Parce que voilà, après, il y a cette histoire de carte et de territoire, c'est pas la même chose, quoi. Mais justement, comment se font les stalkers pour se repérer, sachant que finalement c'est mouvant et que c'est fluctuant? Comment font-ils pour savoir y a-t-il un indice? Quel est le... Je pense que là, voilà, on arrive sur les choses de connais-toi toi-même, c'est-à-dire le stalker se connaît et du fait accompagne les gens en se branchant sur ce que j'appelle dans le livre le flux. Le flux, qui est un acronyme assez rigolo parce qu'il y a cette idée de fiat lux, la création, la lumière, on retrouve la lumière et quand on se connecte à ce flux un petit peu de synchronicité, de providence, tout de suite les choses deviennent plus fluides et voilà, des fois on va instinctivement prendre la bonne direction, c'est se relier un petit peu à ça, à l'instinct. Et c'est marrant puisque tu parles d'analogie entre la zone dans le film et puis la baie du Mont-Saint-Michel, et en même temps, encore une fois, dans ce que tu décris là du stalker, de se connaître soi-même, de surfer sur le flux, le flux ou la lumière, et en même temps, il y a vraiment cette correspondance dans la Kabbale, parce qu'on va y revenir. Arthur, qui initie cette marche pour Pierre, donc l'accompagnateur, le passeur, lui aussi a sa propre terminologie pour expliquer, via la Kabbale, les séphirotes, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure en marchant.
temps, cette analogie-là, elle paraît évidente. Enfin, quand on parle et que je t'écoute parler de ce film, c'est comme s'il décrivait trait pour trait finalement tout ce qui se passe tout au long de ce sentier. Ouais, là, on tombe un petit peu sur le côté fractal de l'enseignement, c'est-à-dire c'est des couches qui se superposent les unes aux autres. On ne peut pas trop étudier l'alchimie si on n'a pas étudié la Kabbale. C'est des domaines qui se croisent beaucoup. Alors, moi, je me suis intéressé à la Kabbale, mais il y a d'autres systèmes de pensée aussi qui essaient de dresser une carte un petit peu de ce territoire d'état modifié de conscience. Voilà, il faut voir que plus on monte un petit peu dans les états modifiés de conscience, et moins le mental est présent. Donc on a besoin d'autres outils pour aborder ces zones de réalité aussi. Hein. C'est des réalités modifiées, mais c'est des zones aussi dans lesquelles on peut évoluer. Donc là, on retrouve ceux qui ont beaucoup exploré ça, bon, bien sûr, les Tibétains, tous ceux qui ont médité, mais on trouve aussi un courant psychédélique qui était intéressant, avec Terence McKenna ou d'autres qui étudiaient les psychotropes, parce que voilà, on est dépourvu d'outils, donc on est obligé de se fabriquer. Le danger, c'est de tomber dans le syncrétisme peut-être après, c'est-à-dire de faire un boulga justement un peu New Age et déconnecté de la tradition, mais il existe une tradition dont je parle dans le livre justement, qu'on appelle la tradition primordiale, qui est elle, millénaire, multimillénaire, et qui est Souché, et qui passe par Hermès, qui passe par l'alchimie et la Kabbale. Donc me relier à ça, oui, ça m'a donné des symboles, quoi, parce que justement, je disais plus de mental, mais qu'est-ce qu'il y a, plus de verbe, je pense qu'il y a une cristallisation un petit peu, moi, de l'esprit. Enfin, c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur de moi. Donc plus on s'élève, et plus tout devient éthérique, et on retrouve les symboles. C'est important pour se repérer. Donc tu nous expliques d'où vient ce terme de néo-stalker. Pierre, en découvrant le site, rit avec le sourire en coin. Ce qui l'intéresse aussi, en dehors du fait que peut-être le Mont-Saint-Michel est associé au catholicisme, c'est quand même la 8e merveille du monde. Ouais. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Alors bon, ça dépend. Il y avait beaucoup de pays qui veulent avoir la 8e merveille du monde. Mais bon, on peut en discuter après, effectivement. Mais effectivement, c'est une merveille architecturale qui a peu de points communs, enfin, qui est exceptionnelle. Donc, arrivé au Mont-Saint-Michel, ouais, il y a toujours l'effet waouh qui est là, à travers les millénaires. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi un lieu de transcendance. C'est-à-dire à toutes les générations, il y a toujours eu cet effet en arrivant au mont, et même avant le mont, c'était aussi déjà un lieu celtique, un petit peu de prière, et même encore avant, puisqu'il y avait un menhir qui était posé là, une pierre levée, donc on peut s'intéresser aux peuples du mégalithique, qui sont assez mystérieux, puisque là on est 10 000 ans avant Jésus-Christ, 10-15 000 ans. Donc écoute, c'est ce que va lui révéler justement Arthur, son guide, petit à petit, sur qu'est-ce que revêt le Mont-Saint-Michel, notamment chez les Celtes, mais pré-celtiques. Avant, qu'est-ce qu'il y avait ? J'aimerais, on va rentrer vraiment dans le détail, hein. J'aimerais juste faire part d'une scène que tu écris. Je la trouve très bien placée, cette scène-là. C'est quand Pierre, avant de partir à Champ Secret, se réunit avec ses amis. Et ils sont assez, je pense, équivoques, symboles d'une société. Alors, parmi ses amis, il y a Jean, qui travaille chez les Verts, donc ce mouvement politique. Il y a Laurent, qui est coach. Il y a Caroline, qui est rédac-chef chez Marie-Paul, journaliste. Et donc, ils sont tous là, tous ensemble, en train de refaire un peu le monde, de dresser une sorte de tableau de la situation présente. Et s'il y a un accord, c'est que la nature est en danger. Il faut se prémunir la nature de l'homme. Donc tout ce qui a trait aux AMAP, au bio, ce genre de choses. Notamment, il y a la technologie qui est abordée avec Internet. Tout ce que permet ces nouvelles technologies, seront-elles un moyen pour sauver l'homme, si ce n'est pas la planète? Toutes ces questions sont sous-jacentes, et Pierre les écoute, encore une fois, désabusé, en disant ouais, mais bon, qui a raison? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Faire des enfants, est-ce que c'est pas quelque part un peu être égocentrique que de leur donner vie dans un monde comme celui-ci? Et tout ça en essayant de sauver un moucheron qui s'est écrasé sur son verre. Bref, c'est cette couleur-là que tu donnes dans cette scène décrit bien le nombre de soirées qu'on peut avoir quand on est sur Paris, qu'on sort boire un verre avec des amis, qu'on va parler. Bah là, ça serait de la politique, de l'économie, du social, des nouvelles technologies. C'est vraiment ça. Donc, il y a une soif quand même chez ces gens, chez nous, cette génération, de trouver des solutions. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que le fait d'avoir dressé ce tableau, est-ce que toi-même tu la juges, est-ce qu'elle est intéressante, importante? Est-ce que ça fait partie d'un début de questionnement et on sera, c'est super. J'entends ces thèmes-là par rapport juste à ces 4 jours de marche. Là, on est à Champ-Secret, c'est un petit village de Basse-Normandie. Il n'y a quasiment personne dans le village, si ce n'est ta clientèle, mais tu as des amis qui viennent, qui marchent avec toi, qui accompagnent, qui sont aussi des passeurs. Certes, quel regard, toi, tu portes aujourd'hui sur tous ces grands débats de notre société, l'économie, la politique? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça ne l'est pas? Ouais. En plus, c'est un peu le fond de mon commerce, ça, les discussions de bistrot pour caricaturer. Moi, j'en entends beaucoup et je m'y intéresse. Je m'y intéresse beaucoup. Je comme beaucoup, je vais aussi sur Internet, je vais sur Facebook, je lis les commentaires des articles. Je vois bien les gens, on cherche tous, et beaucoup de gens en tout cas qui cherchent à donner un sens à ce qu'ils vivent, à essayer de trouver une solution à la crise. Chacun y met tout son cœur, je pense. En plus, il n'y a pas des gens qui veulent bâcler le sujet, quoi. On fait tous à la mesure de nos moyens. Sauf que peut-être, il y a un moment, on arrive sur un écueil, quoi, qui fait que, comment créer du nouveau avec de l'ancien, quoi. Et là, on est sur des anciens schémas de pensée qui sont des fois un peu biaisés, notamment des fois l'écologie, cette idée qu'il faut protéger la nature de l'homme, et puis jusqu'à cette vision un petit peu d'une sorte de Blade Runner tout vert, tout bio, quoi, où l'humain aurait le droit de faire une balade le week-end pour pas abîmer la nature dans des parcs. Voilà, jusqu'où ça. Moi, j'ai un ami l'autre fois qui faisait des assemblages de pierres sur une plage en Bretagne, et puis des écologistes lui sont venus le voir en lui disant non, mais faut pas bouger les cailloux. Bon, jusqu'où on la protège. Et quand on voit justement des lieux comme le Mont Saint-Michel qui sont millénaires, enfin qu'on voit même la Terre, on n'est pas quelques millions d'années, quelques milliards d'années près pour se régénérer de toute façon, donc elle nous survivra, quoi. Le problème, c'est plutôt à nous de nous protéger, quoi. S'il y a quelqu'un à protéger, c'est l'homme, hein. La Terre, je pense que... Elle nous survivra. On voit bien même Tchernobyl, hein. Voilà, on pensait que ça serait dévastateur, et puis aujourd'hui, les animaux se reproduisent, la nature reprend ses droits, donc voilà, et donc après, on aborde des notions d'harmonie. Alors d'harmonie, et comment s'harmoniser avec tous ces discours paradoxaux entre ceux qui sont pro-gaz de schiste et puis ceux qui veulent s'éclairer à la bougie. Il est où l'équilibre? Et ça, c'est une question qui m'habite toujours aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, on voit la symbolique de Saint-Michel qui est représentée aussi avec une balance. Donc il y a cette notion d'équilibre à trouver. Et on rejoint la Kabbale aussi, puisque l'ascension sur le pilier central de l'arbre de vie, c'est le pilier d'équilibre, la voie de la flèche, comme si l'équilibre était la voie la plus rapide vers l'illumination, ce que confirme un peu Siddhartha, en disant qu'une corde trop tendue casse et pas assez, elle ne chante pas, quoi. Donc il faut trouver un équilibre. Voilà, après, trouver l'équilibre, il n'y a pas encore de système politique qui est arrivé à ça, parce que quelque part, peut-être, c'est une transcendance, l'équilibre, il émane de nous, donc... si on n'a pas les outils pour se reconnecter, c'est quoi l'équilibre au sein du système énergétique de l'homme? C'est le cœur. Donc, on retrouve là encore cette analogie christique de trouve ton cœur et tout va se résoudre. D'ailleurs, les scientifiques disent aussi c'est un cerveau, ça serait le premier cerveau, parce qu'il y a aussi des neurones, il réfléchit très vite. Sauf que lui, le bien, le mal, non, il n'y a pas ça, quoi. On sort de la dualité. De toute façon, dès qu'on arrive dans l'expérience mystique, on sort de la dualité. Donc, après, voilà, plutôt Trinité, c'est-à-dire un troisième point, et où situe ce point, ça varie selon chaque personne. Un alchimiste, une fois, pour l'analogie d'une sphère, on veut tous aller vers le centre, mais si on est chacun à un bord opposé de la sphère, on prendra des chemins apparemment opposés, mais pourtant on ira bien dans la même direction. Donc
Voilà, il y a des gens, ils ont des outils politiques, ils cherchent avec ça. D'autres, ils ont des outils révolutionnaires, ils cherchent. D'autres, des outils mystiques, ils cherchent. Comment scientifiques aussi, on voit les groupes. D'ailleurs, la question la plus posée sur Google, c'est ça, c'est quel est le sens de la vie? C'est vrai. Et qu'est-ce que l'amour? C'est les deux questions principales à taper dans le moteur de recherche de Google qui met tous les ans. Mais voilà, donc les gens se questionnent. Et bon, voilà. Moi, après, ça rejoint, moi j'aime bien, on va revenir à la marche, mais voilà, la marche, c'est ça, on marche vers Mont-Saint-Michel, symbole de l'équilibre, et après, chacun, au gré de ses pas, va y arriver, mais ça peut prendre des chemins détournés selon chaque personne. C'est pour ça que je disais au début, je ne fais pas de grande messe en expliquant forcément le fonctionnement du sentier, parce que pour avoir rencontré beaucoup de personnes, je me rends compte à quel point on porte tous des discours paradoxaux, quoi. D'autant plus qu'on est persuadé d'avoir la vérité, quoi. Moi, j'ai abandonné cette idée d'une vérité absolue, mais plutôt d'aller rencontrer la sienne, quoi. Et effectivement, après, peut-être, cette vérité, si on prend cette vérité comme un chemin, comme un devenir, et ben là, on va aller vers un état d'harmonie avec le monde. Ce qui n'est pas, si on prend le discours préformaté, enfin, je comprends la problématique des politiques aujourd'hui, qui aimeraient trouver un algorithme qui permet de tout mettre d'accord, mais à quel prix des fois, quoi, parce que, voilà, si c'est un ordinateur qui nous régit, bon, je sais pas. Alors, j'allais dire forcément, la question à laquelle arrive, ou pas tant la question que la citation à laquelle arrive suite à cette conversation avec ses amis dans ce café, Pierre, c'est « Et si changer le monde commençait par se changer soi-même » Alors, qui a dit cette phrase déjà? Gandhi? C'est Gandhi, mais c'était repris par Kenny Arcana dans pas mal de... Enfin, c'est une phrase peut-être un peu bateau, mais qui est importante à... Et bien justement, suite à cette phrase bateau, il y a une surenchère sous forme de question. Et si se changer soi-même commençait par se trouver soi-même? Ouais, c'est un petit peu l'idée, quoi. Je pense que le vrai changement, il est dans le fait d'être plutôt que d'avoir, en fait. Donc dans une rencontre avec soi plutôt que voilà, vouloir changer le monde. Ouais, d'abord, c'est savoir qui on est déjà. Avoir le maximum d'outils pour une vision la plus globale possible de ce que ça peut être l'expérience humaine sur Terre. On change de décor. Pierre arrive justement à Champ Secret, devant le Secret Night, que vous allez pouvoir voir, ou que vous avez vu peut-être en image, à la terrasse, et il voit son guide pour la première fois, Arthur. Un homme atypique, ce Arthur, qui, on le découvrira, se fait appeler le vagabond. Est-ce que tu peux le décrire? Ouais, on l'appelle le grand vagabond, ouais, c'est un archétype un petit peu. C'est un homme d'une trentaine d'années, chapeau de paille sur la tête, un jean élimé, des chaussures de sport aux pieds, un sac à dos. Je l'ai voulu passe-partout, quoi. Pour moi, c'est... Voilà, pour avoir, comme on disait, exploré d'autres milieux spirituels en Inde ou le New Age en Occident, bon, cette image un petit peu du mec habillé tout en blanc avec des cristaux sur la tête, c'est pas mon imaginaire. Mais pourquoi pas? Après, je juge pas. Chacun. D'ailleurs, au début, ça m'a fasciné aussi. Hein. Je suis parti voir les ashrams aussi. Je voulais les rencontrer. Mais j'aimais cette idée, justement, on rejoint un côté rôdeur un petit peu du stalker, quoi. Le mec, on ne sait pas. Qui il est pas... Lambda, passe-partout. Ouais, passe-partout. Bon, un peu buriné un petit peu. On sent qu'il a du vécu, quoi, et qu'il a bourlingué. Donc, D'ailleurs, et ça, Pierre le voit. Ouais. De ce qu'il dégage, de l'aura d'Arthur. Il y a une aura, quoi. Il y a quelque chose. Donc, il n'appelle pas ça comme ça au début, mais voilà, il y a comme une lumière un petit peu quand même. Et il y a des gens comme ça qu'on rencontre des fois dans la rue. Ils dégagent quelque chose. Il y a la notion d'engagement quand même. Où Arthur dit à Pierre, avant de partir du Secret Night, bon, ça y est, on y va, on le fait, t'es sûr, on le fait? Et, ouais, allez, en route. Ouais. Bien entendu, à l'image de bon nombre de pèlerins qui viennent marcher avec toi, Pierre s'est acheté de nouvelles chaussures, a chargé un peu trop son sac, sera amené à le délester quelques jours après. Voilà, entre ce désir, ce souhait de bien faire, d'avoir
qu'on pense être l'essentiel. Oui. J'aime beaucoup une de tes phrases que tu as repris peut-être de quelque part, je ne sais plus d'où, peut-être pas, qui est que le poids du sac est le poids de nos peurs. Ouais. Alors d'où ça vient, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une phrase que je crois que c'est peut-être sur Compostelle la première fois que je l'ai entendue, ou peut-être elle m'est venue dans une méditation, je ne sais pas. Enfin ouais, c'est une phrase en tout cas qui est très juste, quoi. Je pense effectivement dans notre sac, qu'est-ce qu'on a mis à part nos peurs, quoi. Peur d'avoir froid. Donc moi des fois j'ai des gens qui arrivent avec 3-4 pulls, peur d'avoir faim, d'autres qui viennent avec des kilos de riz et de pâtes, d'autres avoir peur de mal dormir, donc des gros duvets. On retrouve toujours, ouais. Au Moyen-Âge, les pèlerins, ils partaient, ils avaient juste un bout de pain sec dans la poche et puis un bout de sel, quoi. Et puis ils traçaient, ils faisaient 100 km par jour. Donc c'est pas là que ça se joue, qu'on peut avoir le dernier matos high-tech, dernier cri et se retrouver embêté avec lui. On peut avoir une autonomie qu'on pense suffisante pour 4 jours et puis manquer justement d'un truc essentiel comme justement un peu de sel, quoi, qui des fois agrémente les repas. Donc ouais, le poids de ses peurs, je pense que... Et ce qui est intéressant avec le sac à dos, c'est qu'en plus, ça nous le fait expérimenter, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une leçon, c'est pas du savoir, là encore, c'est que là, une phrase que je mets aussi, il faut des fois souffrir de son superflu pour s'en débarrasser, quoi. Tant qu'on n'en a pas souffert, des fois, on va s'accrocher à lui, quoi. Mais dès qu'on voit que ça nous pèse trop, on va avoir tendance à plus facilement le dégager. Et c'est ce que je remarque sur les gens qui viennent, qui sont trop chargés. C'est les premiers à partager, d'ailleurs. C'est une générosité géniale, parce que, ah bah vas-y, moi j'ai 1 kilo de pommes dans mon sac, tu veux une pomme? Parce que content de la donner, et en plus content de s'alléger. Donc c'est encore une belle analogie de la vie aussi, des fois. Donner, ça nous allège, et ça nous permet de recevoir ensuite d'autres choses. Donc voilà, le poids de ses peurs, on en a tous. Et voilà, l'idée du sac à dos va un peu même au-delà, quoi. Est-ce qu'on n'a pas tous, quelque part, un ancrage, quelque chose, une peur fondamentale qui nous visse sur Terre, quoi, qui nous ancre? Alors, je dirais que les premiers 100 mètres, Arthur est assez cash avec Pierre. Je ne sais pas s'il s'agit de le tester un petit peu, mais d'une manière light, sans l'être. Donc Arthur lui annonce direct la couleur, le mont Saint-Michel est une porte entre les mondes. Ah. Ce à quoi Pierre, d'une manière ironique, répond, style Stargate avec les extraterrestres, l'Égypte et les pyramides, répondis-je sans masquer l'ironie de ma voix, tout en pensant que j'étais tombé sur un allumé, un de ces nouveaux geeks spirituels intoxiqués par les rumeurs d'Internet. Donc voilà, à travers la réponse et ce qu'en pense réellement Pierre, on voit que il voit encore un fou qui se la pète là, un mec New Age. C'est effectivement une approche qu'on peut avoir régulièrement quand on aborde ces sujets-là. Je sais pas. T'as voulu en rire? Oui, parce que je ris de moi-même en fait quand je parle de Pierre. Pierre, il a beaucoup de moi en fait dans le livre. Pierre, on verra, on en parlera après, mais tous les personnages en fait parlent quelque part de moi. Donc, et je l'ai, ce côté cynique de Pierre. Moi aussi, j'étais ingénieur à Paris. J'ai connu cette vie-là, et moi aussi, je me suis intoxiqué avec des rumeurs d'Internet, avec aller savoir si on avait mis un drapeau sur la Lune ou si l'Égypte connectée à Sirius. Enfin, voilà, Pierre est au courant de tout ça, donc premier réflexe, c'est de mettre une distance, enfin de pouvoir coller une étiquette, quoi. Je crois que dès qu'on rencontre un peu l'inconnu, tout de suite, on a besoin de coller une étiquette, et c'est pour ça que c'est difficile aussi de parler de ce livre, parce que là, on est rentré cash dans le sujet, donc je sais qu'il y a des gens, ils vont voir ça, ils vont faire OK, étiquette mystique, étiquette allumée aussi, parce que pour certains, je le suis, quoi, et bien leur en face. Mais ouais, Pierre garde toujours cette distance, mais qui fait le couple du monde, quoi, et qui participe de l'effondrement du réel qu'on vit en ce moment, quoi. C'est-à-dire, à force de douter de tout, quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste, quoi. Et ces gens doutent. Pierre, c'est quelqu'un de très intelligent, en fait, très très intelligent, et mais son intelligence confine au cynisme, en fait, un petit peu. C'est dommage, c'est le principe d'une intelligence, mais qui n'est pas relié justement au mystère, qui n'a pas cette case vide qui permet de s'en échapper. Après, ce qui est intéressant dans tous ces mythes d'Internet, de complotistes, c'est justement, ça réintroduit le mystère, ça réintroduit une case vide. D'ailleurs, les Illuminati, tout ça, ça a aussi été décrit par Robert Anton Wilson, qui avait appelé ça l'opération Mindfuck. Mindfuck, c'est explosion de l'esprit, quoi. C'est-à-dire court-circuiter, quoi. Dire tellement de faux de vrai, tellement qu'à un moment, le cerveau, il disjoncte, il fait, mais rien n'est vrai.
D'ailleurs, c'est une des devises de Chaos Magic. Rien n'est vrai ou rien est vrai. Mais bon, et c'est là que la lumière peut rentrer aussi. Donc voilà, j'ai pas de jugement sur ceux qui explorent ces thèses-là, parce que je suis passé par là. Et bon, après, je pense qu'il faut savoir en sortir aussi un moment, parce que à un moment, on ne saura jamais. Et puis, c'est pas important. C'est pas important. Comme dit Souchon, ce qui est important dans la vie, c'est le mystère qui est dedans. C'est plus ça qu'il faut aller voir, plutôt que si c'est vrai ou pas. Enfin, on voit Kennedy, tout le monde disait c'est faux, maintenant c'est prouvé que c'était des... Bon, ça change rien. Un jour, le 11 septembre aussi, peut-être, il y aura un truc qui sortira, et puis moi, par dire, moi je l'ai su 20 ans avant toi, bon, mais au bout du compte, ce ne sera pas beaucoup plus avancé si tu es resté enfermé là-dedans. Par contre, si ça a permis en toi de créer, de briser le cercle, quoi, ce truc évolutif, quoi, de sortir, là, oui. Et après, c'était un outil comme un autre, quoi. Mindfuck, quoi. C'est comme ça que... en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'intelligence d'Arthur. La manière dont il répond. Non, faut arrêter avec tous ces trucs qu'on t'a montré à la télé, les effets spéciaux, les séries, les images de synthèse. Ça a perdu beaucoup de gens qui ne savent plus chercher au bon endroit. Et en même temps, il va lui ressortir des infos qui sont sur la base de ce que ironise Pierre. Genre, donc, que ce soit l'Égypte, les pyramides, bon, il parle d'extraterrestres, certes, mais Arthur reprend quand même et repart sur certaines bases. Oui, parce qu'il y a un fond de vérité, moi je crois, c'est pour ça que je ne dénigre pas non plus tout ça. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a quelque chose. Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, il y a bien quelque chose. Après, c'est pas forcément aussi hollywoodien. Enfin voilà, parce que des fois les gens qui viennent marcher voudraient voir des fées, des lutins. Je leur fais, allez voir Le Seigneur des Anneaux au cinéma, là, vous allez en voir. En fait, c'est plus subtil, c'est sur des plans subtils. Et il y a bien quelque chose, enfin de mon point de vue en tout cas, que ce soit en Égypte ou ailleurs avec les pyramides. Tu parlais de la tradition primordiale. Et voilà, donc la tradition primordiale, référence, c'est un petit peu, c'est Souchet. Donc, mais voilà, c'est pas forcément Stargate non plus, quoi. Il y a d'ailleurs dans la continuité... mais pas tout à fait. Mais il va lui expliquer effectivement en quoi le Mont-Saint-Michel est une Stargate ou une porte entre les mondes, d'où la porte mystérieuse du Mont-Saint-Michel. Arthur dit à Pierre, à la limite, ce genre de délire qu'on peut trouver sur Internet, ça peut aider comme des métaphores, mais rien de plus. Le seul intérêt que j'y vois reste d'avoir préparé les esprits à recevoir un type de message particulier. Oui, c'est un petit peu ce que je dis de Génération de Casse-Vide, en fait, à préparer l'esprit à recevoir quelque chose qui n'est pas dans la dualité, en fait, qui n'est pas dans le binaire, quoi. Ce qui est génial, c'est que dans le dialogue qu'ils ont l'un et l'autre, c'est, je un peu des poncifs. À recevoir un type de message particulier, dit Pierre, lequel que la réalité peut être beaucoup plus étendue que ce que nous percevons. Je vais voir des lutins, tout de suite, c'est le poncif. Arthur éclate de rire. On dirait que tu es déjà éveillé à beaucoup de choses, Pierre. Oui, parce que quelque part, voir des lutins, c'est important. Ça fait partie du chemin, quoi. Mais c'est pas que ça, quoi. Voilà, ceux qui restent bloqués sur les lutins, très bien, c'est le petit peuple, c'est très intéressant, mais ça fait partie de tout un monde beaucoup plus vaste. Donc Arthur a envie d'éveiller à Pierre de ça, quoi, de ne pas le transformer justement en quelque chose de fermé, parce qu'après tout système de croyance se reboucle sur lui-même. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est une certaine discipline de pouvoir sortir, d'aller de cercle en cercle pour continuer, parce que voilà, qu'est-ce que c'est le sentier on ne l'a pas dit ça, mais au Moyen-Âge, c'était appelé le chemin du paradis. Donc il y a cette idée d'élévation, quoi, de la terre jusqu'au ciel. Donc Pierre avance là-dessus. Donc pour ça, il faut sortir des... D'ailleurs, on va y venir encore une fois sur tout ce qui tourne autour du Mont-Saint-Michel pour développer justement en quoi le Mont-Saint-Michel serait une porte entre les mondes. Car quelque part, c'est pour le coup... ta vérité que tu délivres dans le livre, et celle-ci, c'est pas tant une vérité intellectuelle, puisque là on en parle d'une manière intellectuelle, mais c'est aussi une réalité qui s'éprouve juste par l'expérience et de constater les effets de cette marche. Il y a dans cette idée du chemin, justement, alors,
que tu fasses pour nous la distinction entre le chemin et le sentier. Parce que, effectivement, le site internet, c'est lesentier.org. Bon, le chemin, le sentier, en quoi est-ce différent à tes yeux? Et puisque tu parles du chemin qui, au Moyen-Âge, était appelé le chemin du paradis, où tu fais la distinction entre les deux? Oui, j'en fais une petite, mais rien que d'un point de vue graphique. Le sentier, ça commence par un S, c'est le serpent, donc c'est vraiment ce qui coule comme une rivière à travers le flux, quoi. Le chemin, tout de suite on a l'image d'un truc un peu monolithique, tout droit. Le sentier, non, coule à travers la providence, à travers le flux. Après, bon, c'est de la terminologie, hein, je pense. Moi, j'aime bien ce mot sentier, ça va bien avec cet univers un petit peu stalker. Et puis, on est sur des sentiers, d'ailleurs, hein, c'est des sentiers, beaucoup sur le chemin. On marche des fois sous terre, entouré d'arbres, comme ça. On sent bien que c'est pas un chemin tout tracé au bulldozer. On n'est pas dans une infrastructure, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus souple et donc de plus résistant, plus vivant. Alors, on va justement à ce moment-là rentrer un peu plus dans le détail et on entend les cloches de l'église qui sonnent, donc ça tombe bien pour ce qui est du Mont Saint-Michel. Tu nous dis que ce sentier a cette connotation avec le S de ce flux qui serpente, qui chemine. Quand tu nous dis qu'au Moyen-Âge, on l'appelait le chemin du paradis, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé ainsi? Alors là c'est à la fois un fait historique, c'est vérifiable, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Même on m'a fait remarquer ça l'autre jour, quoi. Sur le drapeau normand, il y a 2 léopards, hein, des oiseaux, léoparades, hein, on retrouve le mot paradis aussi. Donc on arrive au Mont Saint-Michel, c'est le Saint-Pierre, le premier café, c'est le Saint-Pierre. Bon, faut voir, Saint-Michel, en fait, c'est très lié à la symbolique de Saint-Michel qui est représenté, donc on disait, avec une épée et une balance, parce que on dit il est psychopompe, c'est-à-dire il guide les âmes au moment de la mort, et psychostase, et il les pèse, quoi. Donc Mont-Saint-Michel a toujours eu cette symbolique de lieu, de porte entre les mondes du vivant et des morts. Et auparavant, ça s'appelait le Mont-Tombe, avant que ça s'appelait le Mont-Saint-Michel. Et chez les Celtes aussi, les cérémonies se faisaient à Samhain, quand la porte s'ouvre, le 1er novembre. Oui, parce qu'il y a le Mont Tomblaine qui et Tomblaine à côté, oui, qui lui fait face. Encore autre chose, on y reviendra. Oui, on y reviendra, c'est sur Tomblaine. Mais voilà, donc on les appelait comme Saint-Michel, garder l'entrée du paradis quelque part. Saint-Pierre en a les clés, mais c'est Saint-Michel qui pèse ton âme et qui dit si oui ou non tu as le droit de rentrer. C'est pour ça que même les rois de France le faisaient. Il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, c'était le plus grand lieu de pèlerinage occidental. On parle aujourd'hui beaucoup de Saint-Jacques de Compostelle. Il fait un revival un peu dans les années 80-90 avec quelques auteurs qu'on fait. Et c'est un très très beau chemin, magnifique, hein, où j'ai vécu certains des plus beaux moments de ma vie. Après... Saint-Michel, on a affaire à un archange, quoi. Donc là, on avait même les rois de France qui venaient. Saint-Jacques était plus ésotérique, était plus alchimique presque, c'était plus pour des initiés, quoi. Saint-Michel, c'était le peuple tout entier qui venait, des centaines de milliers de personnes qui prenaient ce chemin, et principalement des enfants en plus, quoi. Et de toute l'Europe. Et de toute l'Europe, d'Europe entière. Donc, ce qui était étonnant, ce que tu mets dans le livre, c'est que alors je ne sais pas sur quoi tu t'es basé là-dessus, enfin, c'est ce que tu as retrouvé, j'imagine, comme écrit, qu'on ne savait même pas pourquoi des enfants partaient sur l'appel d'un rêve. Ça, souvent, c'était l'appel d'un rêve. Donc c'est pour ça, des fois, il y a une dimension onirique, donc limite psychédélique. Hein. Les deux se croisent un petit peu sur cet appel qui est, comme Saint-Aubert qui a fondé le Mont, c'est basé sur un rêve aussi. C'est l'archange qui est venu le visiter pendant 3 rêves de suite, jusqu'à lui faire un trou dans le crâne en lui disant « va me construire ». Et les enfants, c'était pareil. Mais on était à une époque... alors déjà, pourquoi le paradis était plus important, je pense, à leur époque, quoi, parce que la mort était plus fréquente, donc il était important de préparer son après-vie, quoi, plus qu'aujourd'hui, où justement on fait le déni de ça, et puis on se consacre à notre matériel proche, quoi. Mais bon, avant, la mort, elle était à tous les coins de rue, un petit peu, c'était fréquent, donc on y allait, et puis les enfants, ouais, avaient cet appel, même ça créait des problèmes un peu d'ordre public, quoi, tous ces enfants là de sécurité dans les communes traversées, qu'en faire, quoi. Mais c'était une époque où les enfants étaient plus libres, et puis peut-être où le monde des rêves et de la réalité au Moyen-Âge était plus connecté, quoi. Aujourd'hui, on a vraiment cloisonné. Je pense que
il y a quelques milliers d'années, tout ça, c'était... On retrouve encore quelques traces en Amazonie, d'ailleurs, de chamans comme ça, qui ne savent pas trop dire quand ils ont dormi ou quand ils étaient éveillés, quoi. Un chaman, il va venir... Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Je suis allé à la rivière, et puis il y avait une sirène qui était là, qui m'a emmené au fond de l'eau pour aller chercher un trésor. Et puis, ce qu'il oublie de te dire, c'est qu'il s'est endormi sous l'arbre à côté, parce que pour eux, rêve et réalité se croisent. Donc peut-être en termes d'hémisphère de cerveau, le corps calleux, peut-être avant, il était un peu plus différent. Enfin, voilà, il ne faut pas se persuader que notre perception du monde a été une et inaltérable, quoi. Je pense qu'elle a aussi évolué au fur et à mesure, même de l'alimentation. C'était une époque où on mangeait moins de sucre, on marchait plus dehors, il y avait des conteurs, il y avait des légendes, tout ça. Pour illustrer ce que tu viens de dire à l'instant, sur le site des médias, vous pouvez retrouver une lecture audio d'un article paru dans Partage International du mois dernier, me semble-t-il, sur comment les gens percevaient le monde, le regard qu'ils avaient ou qu'ils portaient au monde au Moyen-Âge. C'est très intéressant pour eux, tout était vivant. Il fallait faire attention à ce que l'on touchait, parce qu'on donnait de l'énergie ou on prenait, je le traduis comme ça avec les mots d'aujourd'hui, mais tout parlait quelque part, tout était magique. Et dans ce sens-là, les pierres, les arbres, tout était potentiellement source d'influence, et dans cette notion du bien et du mal qui était présente, il fallait faire attention et respecter ce qui nous entourait. Donc c'est voilà, pour la petite information qui en même temps illustre d'autant plus que ce que tu es en train de nous dire, Bertrand. Il y a en même temps, chez les Celtes, on remonte un peu plus dans le temps, là, une autre vision. C'est-à-dire que les Celtes voient un culte au dieu Bélénos, donc le dieu soleil, et s'y rendaient à l'équinoxe de printemps. Beltane. Oui, Beltane. Ouais, tout à fait. Donc même à travers les âges, au-delà avant qu'il y ait effectivement la cathédrale du Mont-Saint-Michel, l'abbaye, etc., de toute façon, dans les traditions, le mont a toujours revêtu cette symbolique très forte, parce que du Bélénos, on parle du dieu soleil, le rapport avec l'équinoxe qui est le renouveau du soleil, beaucoup plus effectivement dans ce culte païen ou ce qui caractérisait les Celtes de toute façon. Et tu es reparti encore plus loin sur notamment je ne sais pas si c'est pas tant une tribu qu'un peuple. Les Partholons. Les Partholoniens. Ah oui, le Laboral Galen. En Irlande, c'est ça ? Oui, un des plus vieux récits irlandais des légendes, enfin mythologiques pour eux, quoi. C'est la mythologie irlandaise un petit peu. Et oui. Là, c'est intéressant parce qu'il parle effectivement dans ces récits de la colonisation de l'Irlande, comment les gens sont arrivés. Il parle d'un peuple venu par la mer 15 000 ans avant notre ère, quoi, qui aurait débarqué sur l'île et qui maîtrisait déjà l'alchimie, donc c'est intéressant, l'agriculture, l'élevage et le brassage de la bière. C'est rigolo comment tout ça se croisait. Mais ils étaient arrivés par la mer, donc après on peut faire des connexions avec d'autres thèmes comme l'Atlantide, mais là on rentre justement dans cette zone où tout est fluctuant, et c'est des légendes, tout se croise. Et en même temps, ce que tu dis rejoint la vision historique transmise oralement par les Indiens Hopis. Oui. Par les Indiens Hopis, une fois que l'Atlantide aurait petit à petit disparu dans l'océan, qui a eu ces fameuses migrations, notamment vers l'Europe et vers on retrouve l'Afrique. Ça dans beaucoup de traditions, en fait. De toute façon, cette idée du déluge, elle est présente dans toutes les religions du livre. Il y a toujours un déluge. Là où j'ai été en Afrique, initié, tout ça, j'ai entendu parler de ça par les Pygmées. Donc, surprenant quand même, cette idée d'un peuple qui aurait débarqué aussi en Égypte, après en Amérique du Sud. Enfin, Là, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la forme romanesque, que ça permet d'aborder ces sujets-là sans imposer ça de façon dogmatique, quoi. Mais je pense que l'imaginaire, il a besoin de ça. De toute façon, ça marche. Tous les majors, Walt Disney, tout ça s'inspire de ça, l'Atlantide, tout ça, parce que ça fait vibrer notre enfant intérieur un petit peu, comme peut-être un fond de légende, une réminiscence de vérité ou de vérité, de cycle, quoi, peut-être. Qui redonne sens.
Donc, ouais, le Mont-Saint-Michel est porteur de tout ça. C'est l'endroit, c'est le deuxième ou troisième endroit, deuxième, je crois même, endroit au monde où les courants sont les plus forts de la planète, quoi, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, ça a toujours été un lieu qui a fasciné l'homme. Ce rocher surgit de nulle part, au milieu du sable. Et en même temps, quand on parle des Bartholoniens, on parle d'un homme en particulier qui lui se faisait appeler Tuan McKerry, et donc qui était apparemment il y a eu un fléau, il a été le seul survivant des Bartholoniens, et il a eu l'occasion d'Irlande de répandre petit à petit dans l'Europe le druidisme chez les Celtes. Oui, certains historiens, en tout cas, s'accordent là-dessus, à dire que le celtisme viendrait d'Irlande, en fait. C'est Bangor, je crois, en Irlande, un grand lieu de collège druidique, en fait, et ils ont réémigré, et ensuite, de fil en aiguille, ça aurait abouti à cette apparition d'un coup vers l'an 1000 en tout cas de tous ces clochers qui ont fleuri partout dans tout l'Occident, quoi. Et c'est vrai qu'il a fallu les former un petit peu ces gens-là à tailler la pierre, à la scène symbolique. Donc il y a une branche irlandaise qui est très intéressante à explorer. Ouais. Et donc le druidisme ayant été, on va dire, le récipiendaire de cette vision alchimique. Et donc, quand on parle de cette vision alchimique, on entend aussi de relations avec finalement le monde extérieur, la nature, les arbres, les pierres, les animaux, les différents éléments. L'alchimie met ça en exergue aussi. Donc, on peut comprendre pourquoi on va dire le mouvement celte, les Celtes étaient vraiment des adorateurs de la nature. Le paganisme était omniprésent. Mm-hmm. Et ça faisait certainement aussi référence à ça. Quand tu nous disais tout à l'heure que finalement cette tradition primordiale, il y en a qui pourraient peut-être ne pas forcément saisir ou comprendre. On la retrouve en Égypte, on la retrouve en Irlande. Elle se transmet via McKerry donc en Europe. Est-ce que ça sous-entendrait donc pour toi, au regard de ce que tu as étudié, à la rigueur c'est peut-être pas important, que cette tradition primordiale aurait été transmise par des descendants atlantes ou de ce mythe de l'Atlantide, on y revient encore une fois. Est-ce que pour toi c'est important d'y accorder foi ou crédit? Ou parce que juste après ça, on va parler de la Kabbale, tu vois. Tu remarques bien d'un coup comment même notre discussion devient un peu plus flottante quand on aborde ces sujets-là. C'est parce que là, on est dans des sables mouvants. C'est très délicat parce que la réalité se met dans la fiction, l'histoire. Donc, est-ce que c'est si important? J'en suis pas sûr. Après, moi, la première fois que j'ai entendu parler de la tradition primordiale, c'était donc au Gabon, chez les Pygmées. Avec le maître Atom Ribenga, qui lui le premier m'a parlé de ça, et c'est lui qui m'a dit la tradition est une, ses manifestations multiples. Quoi. Je pense que, et je l'ai même expérimenté, j'ai envie de dire, et beaucoup de gens, sans pour autant se réclamer gnostique, quoi, mais dans les états de méditation avancés, on réveille certaines choses à l'intérieur de nous, on parle de troisième œil, tout ça, on arrive à des structures géométriques organisées, fractalisées, et un verbe qui est là, des pensées. Toi. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient cette sagesse inhérente un petit peu à l'homme avec cet apprentissage des visions? Voilà, on a des visions de peuples, de continents, des choses qui sont passées. Donc moi j'ai tendance à y porter foi. Après, c'est pas là qu'est l'enjeu pour moi. Donc, là encore, c'est pas quelque chose que j'aborde forcément dans les marches. Je peux l'aborder dans le cadre du réenchantement du monde, quoi. C'est-à-dire que non, la réalité est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer, qu'il faut s'autoriser à rêver, quoi. Parce qu'il y a un passé, on parle beaucoup de futur possible, mais il y a une multitude de passés possibles aussi. Et celui-ci
Voilà, et quand tu dis si ça vient d'Égypte, après toute la migration, oui, il y a des gens qui ont étudié ça un petit peu, comment ça s'est répandu après sur la Terre. Ça me paraît vraiment intéressant, ça correspond à mes ressentis. Après, je ne suis pas un universitaire, il n'y a pas d'université qui étudie ça, donc c'est difficile. On bricole, c'est ce côté stalker, on bricole des trucs à droite à gauche. Moi, j'ai une humilité par rapport à ça. Ce que tu disais, je n'ai pas ma vérité imposée aux gens. Moi, j'ai des signes de conjonction entre ces différents courants. Mais même si tu remontes après, c'est là que ça devient, après, on vient vraiment dans la science-fiction. C'est-à-dire qu'à la base, ça serait presque extraterrestre, en fait. Il y en a qui disent que ça vient de Sirius, ce serait un courant évolutif, peut-être. Et Dogon, on parle aussi, bien évidemment. On parle, il y a les travaux avec l'Égypte et Sirius. Bon, c'est quelque chose qui est là. Enfin, moi, voilà, le maître m'a dit, la tradition vient des étoiles. Bon, c'est dit. Après, voilà, moi je regarde plutôt devant que derrière. Enfin, même si on a besoin quand même de savoir d'où on vient, bien sûr. Bon, mais déjà, se concentrer au local dans notre vie, si on trouve notre père, notre mère, il faut commencer au fur et à mesure. Et surtout à ce qui marche, c'est-à-dire que... Et à ce qui est évolutif, quoi, parce que c'est ce qu'on disait, pour des fois de certains syncrétismes New Age, c'est qu'on arrive dans des boucles mentales où on tombe justement dans ce côté geek un petit peu de la spiritualité, du consumériste presque. On veut le dernier bouquin du dernier channel pour avoir des dernières infos croustillantes sur des trucs. Bon, voilà, méditons, inspirons-nous des peuples premiers, de leurs traditions, essayons de tisser des liens peut-être, voire de les synthétiser, il y a quelque chose. Et en même temps, il y a quelque chose qui est là essentiel, puisque tu parles d'évolutif ou opérationnel, qui marche, c'est, et tu as choisi comme représentation, la Kabbale, et à travers la Kabbale, l'arbre de vie, qui est l'arbre des séphirotes. 10 sphères séphirotiques. En plus, une 11e. Une 11e qui est date, justement, et qui fait partie, encore une fois, du titre, le sentier de date. Quelle est cette sphère invisible, mais qui se trouve sur le long de l'arbre de vie. Et Arthur précise bien à Pierre que c'est, voilà, la carte. Le chemin, c'est cet arbre de vie. Bah, disons que, voilà, en fait, parce que je suis parti du principe que, comment le bouquin m'est apparu, moi au début, le bouquin est vraiment né d'une vision. Et c'était la vision, une des plus basiques qu'on puisse avoir, c'était une croix, quoi. Une belle croix, bien dorée. Elle était très, très, très nette, quoi. Et après, c'est vrai, j'ai découpé, donc c'est 4 jours de marche, 4 jours. Il y a l'horizontalité. L'horizontalité, c'est le monde de la matière, c'est celui dans lequel on évolue. Là, on est plutôt fort, nous les Occidentaux, pour se situer, quoi. Vraiment, c'est un truc, on a bien géré, on a Google Maps qui a tout cartographié. Aller au Mont-Saint-Michel, c'est découpé, les étapes, on s'est situé, le premier jour, deuxième jour. Par contre, la croix, ça implique aussi une verticalité à l'homme. Donc la verticalité, on peut associer ça à la spiritualité, par opposition à la matière, même s'il n'y a pas forcément opposition, puisqu'elles se croisent les deux, quoi. Donc il y a quand même un point de rencontre. Mais dans cette idée de verticalité, là, quand on veut se situer là-dessus, c'est beaucoup plus dur, quoi, parce que c'est pas une carte papier là, qu'il faut sortir. Donc on en parlait au début de la rencontre, un petit peu de ça, de peuple, enfin de traditions mystico-spirituelles qui ont beaucoup médité. C'est ça, il faut voir que nous, on est les fruits de millions d'années de recherche quand même. Depuis la nuit des temps, l'homme, il se pose des questions en regardant les étoiles quand même. Il a cherché, et il ne faut pas croire que nous, justement, on est même devenus un peu pauvres d'un point de vue intériorité. On en a perdu peut-être par rapport à... Bon, en même temps, tout est accessible, quoi. Donc, mais je pense que c'est pas perdu, mais il faut trouver des outils, une carte pour se repérer sur la... Voilà, c'était parti de cette idée-là, d'avoir une carte pour représenter la verticalité. Et donc, on parlait du chemin du paradis. Les Grecs, ils appelaient ça l'anabase. L'anabase, c'est l'élévation de l'esprit de la terre jusqu'au ciel. Et on retrouve ça dans l'arbre de vie. C'est l'élévation de l'esprit qui va de Malkout, la terre, jusqu'à Keter, le ciel. On retrouve un peu comme la marelle aussi. Une marelle à laquelle on jouait enfant, c'est une représentation de ça. Donc, Arthur dit à Pierre que la Kabbale, c'est une technologie. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée-là d'une technologie de l'esprit, quoi. Peut-être, voilà, on se gargarise beaucoup de nos technologies matérielles, horizontales, mais peut-être qu'il y a des technologies verticales aussi qui permettent d'éveiller l'homme un petit peu
Et c'est ce que ça propose pour moi l'arbre de vie. C'est un schéma quand on le voit la première fois qui peut un peu reboutant, dire oh ça a l'air compliqué ou voilà, enfin même là les gens qui nous écoutent, les internautes, ils vont se dire bon là, on est en train de parler de trucs qui sont plus concrets, voilà, on perd pied parce que si on n'est pas intéressé par ça, les gens ils supportent c'est pas. des images, c'est des métaphores. C'est des métaphores, mais qui ont été vraiment bien travaillées, quoi. Moi, je suis pour réutiliser ce qu'a fait ses preuves, quoi, et pas réinventer l'eau chaude parce que en même temps à ma sauce, quoi. Toi, ils ont fait très bien. Ce travail-là, oui, c'est comme ceux qui ont fait le travail sur la médecine chinoise avec les chakras, etc. Ça a plus de 5 millions d'histoires. On ne va pas en refaire ce qui existe déjà. On trouve un peu de ça, des gens qui réinventent l'eau chaude ou qui. L'arbre de vie qui possède donc 10 sphères appelées séphirotes, reliées entre elles par 22 sentiers. Mais on retrouve ici. Les séphirotes ont chacune un nom et s'articulent en 3 piliers, 3 forces. Oui, alors, une active, passive et neutralisante. Donc vous voyez le dessin, chers internautes. Est-ce que tu peux nous donner justement un petit peu qu'est-ce que représentent ces 3 forces et pourquoi, pour toi, avoir choisi celle du milieu? Ouais, alors oui, vous avez vu le dessin, donc en fait c'est vrai, le pilier de gauche on l'appelle le pilier de la rigueur, le pilier de droite celui de la miséricorde et celui du centre la voie de la flèche, le pilier de l'équilibre, quoi. Donc on retrouve un peu cette notion aussi active, passive et la voie du milieu, quoi. C'est pour ça que nous on est à 2 hémisphères, quoi. On est branché dualité. La matière c'est la dualité onde corpuscule. On va pas faire de la quantique, mais il y a cette notion de dualité. Mais en même temps, il y a ce troisième état qui est là, quoi, que nos ordinateurs ne peuvent pas trouver avec leur nombre binaire, quoi, 0, 1, 0, 1. Un ordinateur, il ne sera jamais branché sur la Trinité, à moins qu'on arrive à des ordinateurs quantiques, et encore. Je ne suis pas calé là-dedans assez pour en parler, mais moi, ça m'intéresse de faire marcher les choses par 3, quand même. Je trouve, voilà, que il y a toujours une force neutralisante, justement. Hein, c'est un peu les enseignements de Gurdjieff et tout ça qui abordent ça aussi, d'un point d'équilibre qui est mouvant, qui circule, mais qui harmonise, quoi, un point d'harmonie entre les choses, et c'est celui-là que j'ai envie d'aller. Après, on le remarque dans nos vies, de toute façon, on n'avance que comme ça, entre rigueur et miséricorde, entre un mur dans la gueule et une caresse sur la joue, quoi. On a besoin de se cogner dans les murs, et puis et si on se cogne trop dans les murs, on va se faire mal, on va se détruire, et au contraire, si on va trop dans la douceur aussi, on va s'affaiblir et on va se liquéfier. Donc il y a cette l'eau, le feu, une juste tension, trouver une juste tension entre ces deux, quoi, pour éviter de se cogner trop fort dans les murs ou de partir trop loin dans un truc. Des fois la douceur, ça anesthésie, enfin l'esprit, enfin c'est très important. Il n'y aurait que de la rigueur, ça serait invivable. Ça me fait penser ce que tu dis. Père, femme, enfin tu sais, le papa, la maman, il faut. Ce que tu dis me fait penser à la fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ouais. Justement, pour toujours garder cette forme de légère tension qui permet de ne pas s'endormir dans la ouate, dans un confort qui serait trop anesthésiant. Ce que, enfin, entre guillemets, produit notre société. En même temps, et tu l'expliques très bien dans le livre, comment cette dernière nous anesthésie, et on y reviendra un peu plus en détail en faisant le parcours avec Pierre. Cela étant dit, ce que je trouve aussi intéressant, parce que, 4 jours de marche. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je le répète pour ceux qui nous écoutent, 4 jours de marche, et il y a 5 sphères, dont une qui est cachée. Le premier, on part du principe qu'on est donc à Malkout qui est la Terre. On part de la Terre, le but du jeu c'est d'arriver au paradis, qui est Terre, la dernière sphère. D'accord ? Et on va traverser donc Malkout, Yesod, Tifret et Da'at. Da'at qui est donc ce séphirote, cette sphère qui est invisible. Et on va voir bien entendu à quoi elle correspond. Pour arriver à Keter, donc, qui est l'énergie du Père, la source, Père-Mère. La la lumière aussi, quoi. On a cette notion d'ailleurs de quête philosophale aussi, puisqu'on retrouve la lumière. Ouais, la couronne, oui, c'est celle qui se trouve en haut de l'arbre. Et là aussi, donc, on retrouve 4 sphères en partant du principe que le premier jour, c'est pas tant le fait d'être
Enfin, le premier jour, donc, on fait de Malkout à Yesod, le 2e jour de Yesod à Tifret, le 3e jour de Tifret à Dahat, et enfin, le dernier jour, le 4e, de Dahat à Keter. Donc, il y a encore une fois cette idée de prendre ce pilier de l'équilibre, cette voie du milieu, d'arpenter durant 4 jours ces différentes étapes. Différents sentiers. Ouais. Et puisqu'on parle de symboles, de ce qui réunit, puisqu'on parle peut-être d'archétypes pour ceux qui s'intéresseraient, ou de traditions qui marchent, qui ont été faites par certains qui ont pris le temps de la cartographier, cette technologie, d'en avoir une image, quand bien même cette dernière s'apparenterait à la tradition du livre, hein, l'Ancien Testament, certes, mais si ça fonctionne, si ça marche, pourquoi ne pas la prendre? Et si de surcroît, elle a cette carte l'occasion de nous montrer un mode opératif, fonctionnel, avec 4 jours de marche, pourquoi ne pas juste tenter l'expérience? Ce que fait Pierre, et quand Pierre reçoit d'Arthur ces explications, Pierre dit, qu'est-ce que c'est? Ça saoule un peu, quoi. Voilà. Il fait c'est compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, même concrètement, aujourd'hui, dans les marches, au début, les tout premiers, c'est vrai que je distribuais cette petite carte, j'avais imprimé. Et puis, le plan. Le plan. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que ça perturbait un petit peu, quoi. Parce que rien que les mots sont compliqués à prononcer, c'est kabbalistique, donc c'est cryptique un petit peu. Et après tout, savoir comment ça marche, on peut s'en foutre. Hein. On a tous des iPads, des ordinateurs, on ne sait pas comment ça marche maintenant. Hein. Et puis, du moment que ça fonctionne, on ne demande que ça. Donc le sentier, c'était ça. Je l'ai voulu comme une boîte à outils, un petit peu. Chacun peut après piocher dedans, explorer différents concepts s'il veut rentrer plus en profondeur dans le sujet. Et cette carte de l'arbre de vie, plus c'est différent. Ça, le sentier philosophique, magique, gnostique et mystique. Enfin, oui, dans les 4 jours. Cette décristallisation du flux, quoi, justement. Alors, tu nous le refais quand tu nous dis ça, parce que tu vas vite. Et j'aimerais que les internautes puissent comprendre. Parce que je vais vite, parce que voilà, je veux pas non plus perdre des internautes en disant ça devient trop, mais en même temps, s'ils arrivent à passer outre, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout branchés mystique ou spiritualité, qui ont aimé le bouquin aussi, parce qu'ils étaient pris par le côté un peu thriller du truc, et puis... Moi, ce que je dis aux gens, souvent, c'est si ça ne vous parle pas, passez. Il ne faut pas chercher à tout comprendre, à chaque mot, quoi. C'est une impression d'ensemble qui se dégage à la fin du livre. Donc, après, c'est comme tout livre initiatique, effectivement. Mais si tu veux qu'on rentre plus dans les détails, c'est 400 C'est ça qui m'intéresse, parce que ce que j'aimerais tenter de faire avec toi, bien évidemment, pour ceux qui nous regardent, c'est de parcourir le sentier d'une manière intellectuelle avec Pierre, pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu encore l'occasion de marcher, ou alors... pour tous ceux qui ont eu l'occasion de marcher, mais qui n'ont pas forcément compris ce qu'eux-mêmes avaient vécu. Les explications, parce que comme je te disais, je ne les donne pas forcément non plus. Mais ça, c'est le côté magique, à mon sens. C'est justement, et là on y revient direct, concrètement, la magie, c'est super, on peut s'extasier d'un tour de magie, waouh. Mais de savoir comment fonctionne le tour de magie, et tous les enfants vont savoir, vas-y, mais montre-moi comment ça marche. Explique-moi le truc. Oui, et des fois c'est un peu moins magique après, par contre. Mais là, c'est pas le cas, parce que le mystère est tellement grand que... Ça reste. Et pour ma part, je trouve que pour réenchanter le monde, d'expliquer les règles surtout qu'on a des esprits un peu, des fois. Parce que quand on parle de la gnose, par exemple, la gnose, c'est la science de la verticalité, quoi. Donc il y a un côté scientifique aussi dans la gnose, dans tout ça, les kabbalistes, c'est quand même des grands érudits, quoi, pour maîtriser la kabbale. Bon, mais c'est un peu un secret de Polichinelle aussi, parce que même dans la franc-maçonnerie, on s'intéresse à l'ésotérisme, dans la Rose-Croix, on s'y intéresse. Et les maçons des hauts grades connaissent tous l'arbre de vie, c'est un b.a.-ba de l'alphabet, quoi, pour commencer à décrypter l'alchimie, l'alphabet hébreu, voilà. Plein d'analogies ont été faites entre le tarot, les 22 arcanes du tarot et les 22 séphirotes, quoi. Donc là aussi, on retrouve des passages des fois un peu douteux, mais c'est des tentatives. Eh bien, effectivement, parce que tout à l'heure, on parlait de McKenna et de la tradition primordiale, de comment cette dernière s'est transmise petit à petit. Et ce qu'on va voir un peu plus loin dans le livre, et ce qu'apprend Pierre, quelque part, c'est qu'encore une fois, ce dont on parle, c'est pas anodin. C'est-à-dire que, tu viens de l'exprimer, les gens de pouvoir savent très bien ce genre de choses. Ouais. Et
même si c'est à la portée de tout à chacun, qui s'y intéresse? Pas forcément grand monde, quoique peut-être de plus en plus. Non, quand Mais, on pense à un grand média, franc-maçonnerie, on voit le côté réseau, on voit le côté des lignes initiées. Et on peut rejeter le bébé avec l'eau du bain, comme tu le disais tout à l'heure. Là-bas, c'est des enseignements très pertinents, la franc-maçonnerie. On parle de tradition primordiale. C'est vraiment un legs de ceux qui ont été là avant nous, qui nous ont transmis ça, et de voir quelle en est la quintessence, et de pouvoir l'expliquer, la comprendre, le fonctionnement, pour peut-être être plus dans la connaissance de qui l'on est. C'est vraiment la question fondamentale de Pierre. Et pour moi, je trouve ça essentiel. C'est pour ça que Bertrand, pour ton roman, pour moi, j'entends qu'il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Et d'ailleurs, très bien, vous aimez, vous allez continuer, vous n'aimez pas, vous éteignez, vous changez. Et c'est très bien. On force personne. Je me fais plaisir et je prends plaisir à essayer de traduire quelque chose avec toi qui pour moi, parce que c'est mon trip. On le partage, on ne le partage pas, mais je m'en fous. L'essentiel. On est nombreux, c'est ceux qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Des centaines de personnes qui viennent marcher. C'est clair. Parce qu'on est beaucoup à se questionner sur le schmilblick, quoi. Le schmilblick. Alors, à quoi ressemble le schmilblick? Bon. Ah, bah, marcher. Bah voilà. Donc, tu disais, parce que tu mentionnais avec ces passages, alors, je reprends mes petites notes. Alors, on parlait de la tradition primordiale, oui, parce qu'on y vient. 4 jours de marche, donc 4 passages, 4 sentiers philosophiques. Alors voilà, on va poser les choses pour que vous entendiez bien le truc. Le premier jour, philosophique. Ouais. On va rentrer un peu plus en détail avec Pierre. Qu'est-ce que ça lui amène, ce côté philosophique? Le deuxième jour, magique. Le troisième, gnostique. Tu as abordé un petit peu la gnose, mais ça fait en même temps écho au chant. On va y revenir tout à l'heure. Et la dernière, la quatrième, Mont-Saint-Michel, Quéter, mystique. Et pour traverser ces 4 passages, on prend la voie du milieu, le pilier de l'équilibre. Voilà. On parle quand même de la porte mystérieuse du Mont-Saint-Michel. On va vous donner les clés. On va faire ça, faire en sorte de bien le faire. Sur immédiat. L'occasion de faire une pause avant de continuer, parce que mine de rien, ça fait un peu plus d'1h30 qu'on s'entretient, qu'on a eu l'occasion d'aborder justement la carte, et c'est vraiment ça l'essentiel. Si on n'a pas cette compréhension de la carte, on ne comprendra pas le territoire. On comprend pas. Merci Bertrand, c'est tout à fait ça. Donc pour le coup, c'est lié à la tradition primordiale. On y revient tout de suite après dans la deuxième partie. À tout de suite.